toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e épisode de la 7e saison de Cold Facts. Ça fait plaisir de vous retrouver après une semaine de pause. On commence avec la Champions League, le 8e de finale aller et la victoire écrasante de Genève Servette 5-0 sur Lausanne à Malais. Donc ça veut dire que Genève est quasiment sur un patin et demi, voire plus, d'accéder au quart de finale. Après on discute de ce qui s'est passé pendant cette pause internationale du côté des deux clubs romans. On enchaîne après avec Fribourg qui s'est incliné 1-0 à Växjö. Donc rien n'est perdu pour les Fribourgeois qui peuvent encore rêver à un quart de finale, mais qui n'arrivent quand même pas à marquer. À Fribourg, on a plusieurs news, dont l'arrivée de Lindenve et puis la prolongation de Sandro Schmid. Après, on passe au pronostic et puis on enchaîne avec Ajoie et Bienne qui n'ont pas joué, mais où là il y a aussi plein de petites choses à dire, des transferts, notamment Noah Delémont par exemple qui va rejoindre Cloton. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Mais alors, difficilement d'aller mieux étant donné qu'on a eu une pause involontaire de Cold Facts la semaine dernière. Je vais pas dire que j'en ai pas dormi pendant la semaine, mais j'ai dû prendre sur moi. Alors oui, ça va très bien, et toi? Écoute, ça va pas mal. C'est une double ration de Cold Facts cette semaine. Il y a tellement de choses à dire qu'on va titiller les 2 heures, tu vas voir. Il y a des chances, mais on va commencer cet épisode par le match de Champions League, derby lémanique, match aller du 8e de finale entre Lausanne et Genève. Ça aurait dû être Genève-Lausanne, c'est finalement Lausanne-Genève parce que la patinoire est prise à Lausanne le 20 lors du match retour pour la Nuit des Lions qui avait été agendé, donc il a fallu inverser. Je crois que les gens n'étaient pas trop embêtés de savoir qu'il n'y avait pas... c'était inversé comme ça, ma foi, c'est pas si grave que ça. Vu que les buts à l'extérieur, il y a plus cette histoire-là. Finalement, ok, tu ne reçois pas pour le match retour, mais c'est pas bien grave. Ouais, donc, c'est quand même un petit handicap. Je trouve quand même que ça démontre l'intérêt de cette manifestation. Globalement, s'il y avait 300 000 francs à la clé pour celui qui se qualifie entre l'un et l'autre, je peux imaginer que le risque d'organiser la Nuit des Lions n'aurait peut-être pas été pris sur une date potentielle de 8e de finale de Champions League. Là, ils se sont dit effectivement, vu l'enjeu, ouais, bon, bah, c'est pas trop grave. Ça reste un petit peu surprenant, disons. Moi, je me dis toujours, en fait, est-ce que ça arriverait en Champions League de foot? Et vu que c'est la même compétition, à savoir la compétition européenne des meilleurs clubs, bah, moi, je trouve qu'on doit comparer. Et si tu compares, tu dis, bah, évidemment que non, ça n'arriverait jamais. Ouais. Donc, ouais, je trouve quand même un peu particulier. Maintenant, voilà, moi, ça me change pas grand-chose, effectivement. Score final 0-5, Alors c'est sévère, certes, si on regarde la physionomie du match, mais en même temps, c'est loin d'être immérité que Genève gagne. Peut-être l'ampleur est un poil excessive, on va dire. Oui, mais alors, par contre, je pense que Lausanne avait été dominé. Alors, il y avait eu un match contre Zurich et il y avait eu un match contre Lugano à domicile où Lausanne s'était fait, bouffer. Bah, j'ai eu un peu cette même impression que Lausanne n'a jamais trouvé la solution. On ne peut pas dire qu'il y a eu des immenses possibilités. Il y avait pourtant le retour de Fuchs, il y avait le retour de Frick. Alors c'était un peu plus, je ne vais pas dire marginal, mais en termes d'appui offensif, il y avait l'absence d'Oksanen qui était blessé avec la Finlande. Donc il a fallu intégrer Fuchs dans cette première ligne qui pourtant normalement marche pas mal avec Suomela et Ria. D'ailleurs Suomela, ça a été annoncé, prolongation de contrat de 2 ans et donc lié au Lausanne Hockey Club jusqu'en 2027. En tout cas, ça l'a pas aidé d'annoncer ça parce qu'il n'a pas été très très flamboyant. Il y a même un moment, il était contre la bande, plié en deux. Je sais pas s'il a reçu un mauvais coup. Je me suis demandé s'il allait revenir au jeu. Ça n'a pas été le cas. Il y a aussi eu Fuchs, et ça, c'était finalement le tournant de ce match qui a été punaisé à la bande par Roger Carrère. Alors, circonstance potentiellement atténuante pour Carrère, même si la charge est vraiment vilaine. Ils sont très bas l'un et l'autre.
et il le chope à la tête avec, est-ce que c'est le coude ou l'épaule, et ça part contre la bande. Je pense que tout le monde a eu un peu peur. Il y avait à peu près 9000 billets vendus à Lausanne. Je pense que les gens se sont dit « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Il faut que ça puisse revenir au jeu, heureusement pour lui, mais c'était assez impressionnant. Et plutôt que d'avoir, pendant ces 5 minutes de powerplay, pourtant Lausanne avait un powerplay qui marchait très bien, il n'y a pas eu 1-1, mais 2-0 quasiment dans la foulée. Passe absolument parfaite de Miranda pour Richard, 2-0. Puis ça, j'ai l'impression que ça a coupé les jambes lausannoises qui ont dit « Ouais, c'est pas notre soir. » Et puis finalement, honnêtement, à 5-0, alors on va dire Palvé a marqué 2 buts, prêté par Ajoie. Finalement, 5-0, tu sais que le match retour, ouais, t'as pas tellement besoin de te forcer. Disons que, parce que ça voudrait dire que tu dois mettre 5 buts pour avoir droit à une prolongation potentielle, ou 6 buts si tu veux t'imposer. J'ai l'impression que c'est... Alors la cote, là, elle est à 1-0-0-0-0-1 en faveur de Genève. Ouais, non, alors effectivement, là, ça devient compliqué. Maintenant, tu sais jamais, tu divises le match en 5 périodes de 12 minutes, puis tu dis, bah, on doit gagner ces 5 périodes d'un but. C'est pas impossible à imaginer, mais on parlera de chaque club de manière un tout petit peu plus en détail, mais pas sur à l'aune de ce match-là, mais plutôt dans l'absolu en général. Et Lausanne a un calendrier démentiel aussi. Donc moi, je serais pas totalement surpris qu'on en vienne à se dire, bon, bah, mercredi prochain, les gars qui ont l'habitude de jouer beaucoup de minutes, ou même si Jeff Ward distribue bien ses minutes, mais peut-être d'avoir un soir off pour un ou l'autre, ça pourrait être une idée, tandis que s'il y a 2-2 à l'aller, ben, tu peux pas te poser la question de le faire. En un sens, est-ce que j'ai peur de dire ça comme ça, mais c'est presque un mal pour un bien pour l'équipe qui va être éliminée à la fin de ce 8e de finale, c'est de se libérer un peu la suite du championnat, même si ça embête de perdre, évidemment. Là, c'est déjà presque clair. Donc finalement, tu gagnes presque encore un match de plus. Il faut le jouer. Pour ceux qui vont le jouer, tu peux pas aller à moitié jouer ton match, sinon tu vas te blesser. Mais c'est quand même moins important, je trouve. Tu auras peut-être une débauche d'énergie un petit peu moindre. Sur ce match-là, pour Genève, on a vu le retour de la ligne Granlund, Manninen, Artikainen. Ouais, Granlund était absolument partout. Artikainen, à un moment, nous a fait le tour de Lucas Frick en le laissant sur place. Et puis, c'était vraiment Obélix contre... c'est vraiment Obélix contre les Romains, et il en prend 2 avec un bras, 2 avec un autre. C'était du bon vieux Artikainen. Puis ouais, tu l'as mentionné vite fait avant, mais il y a eu le numéro 7 de Genève Servette qui fait des solos et qui marque des buts. En général, c'est Henrik Temernes. Là, visiblement, c'est un autre, mais il faut vraiment que quelqu'un prenne le numéro 7 à Genève tout le temps, parce qu'il a l'air magique, ce numéro. Palvé, 2 solos, 2 buts. Je suis obligé, dans un coin de ma tête, de me dire quand même que c'est un peu particulier que le gars qui a débarqué la semaine passée d'Ajoie, puis dans 3 semaines, il repart à Ajoie, soit sur la glace pour un match de Ligue des Champions. J'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est quand même un peu... ouais, ça fait pas très sérieux, je trouve. Alors, on lui a posé la question après le match. Je crois qu'il a dit qu'il était arrivé il y a 2 jours. On lui a demandé si c'était ton collègue Mathias. Ça, c'est un peu le point Godwin, ton collègue Mathias, qui a posé la question de savoir s'il était en famille et tout. Alors non, la famille n'est pas encore là, mais elle va arriver. Et puis moi, je lui ai posé la question de savoir s'il avait eu des contacts avec toute la légion finlandaise de Genève. Puis il a dit, alors non, je les connais, mais non, j'ai pas eu d'appel. Ça s'est plutôt fait comme ça. Il avait l'air de dire, ouais, c'était cool que le club me propose ça. On m'a pas obligé d'aller, mais moi je me suis dit que c'était une bonne occasion. Forcément, quand tu arrives aussi, alors je dis pas qu'il jouait avec des mauvais joueurs à jouer, loin de là. En plus, il était mis dans d'assez bonnes conditions. Mais tu entres avec peut-être en 2e, 3e vague. T'es avec Spacek, ouais, ça va. C'est pas trop catastrophique. Et t'es pas la focale de cette équipe. Donc, ça te permet de jouer peut-être contre une ligne un tout petit peu moins forte et défensivement, et de réussir à s'imposer. Mais comme tu as dit, ces 2 buts en plus sont vraiment très jolis, quoi.
Ouais, puis au prochain tour, peut-être que Genève va se faire prêter pour 2 jours Hoffman, Herzog, Simeon, Kovar et Vodelinek. Puis ils vont aller jouer en Tchéquie avec 5 joueurs de Zug en renfort pour 2 jours. Puis tu les renvoies à Zug derrière. Enfin, je comprends pas où elle peut être la limite, en fait, autour de ces prêts de joueurs. Ouais, bah, lui aussi, il était un peu assis. Ouais, c'est comme ça. On fait avec. Et qu'on soit bien clair, je dis pas que c'est ça qui a décidé du match. Moi, je parle juste de l'aspect, on va dire, plutôt sur le fond ou sur l'équité sportive. C'est un bien grand mot parce que, en gros, Lausanne a mal joué, elle peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais j'arrive pas à me dire que c'est pas un peu bizarre, quoi. Et ça, ouais, je sais pas. Si ça de pas lever sur la glace, ça m'a quand même un peu. En National League, on est habitué, puis en même temps, on gueule tout le temps. C'est la Ligue, mais la Ligue, c'est les clubs. Donc, au bout d'un moment, si ça en pénalise un, ben, en fait, vous aviez qu'à voter différemment à l'Assemblée des GM et des CEO. Là, c'est quand même encore un peu différent. C'est sous l'égide de la Champions Hockey League. Et je me dis, mais je me demande comment ça se passe, si ça arrive contre une autre équipe, est-ce que ça fait du bruit ou pas du tout? Je me rends vraiment, vraiment pas compte. Là, en l'occurrence, c'est une histoire entre clubs suisses. Personne ne le verra en Suède ou en Finlande, j'ai l'impression. Et peut-être tant mieux en un sens pour la compétition. Ouais, puis ma foi, c'est comme s'il était venu. Qu'ils viennent d'Ajoie, nous on le sait, mais s'il était venu d'un autre club, un transfert, t'as plus d'étrangers sur la glace qu'en championnat de Suisse, donc déjà les règles sont pas les mêmes. Je suis pas sûr que la Champions Hockey League se dise oulala, tu vois. C'est finalement, nous, ça nous fait toujours un peu sourire, grincer les dents, parce que on voit le résultat, puis on a surtout une sorte, on a de la mémoire les deux, donc on a un peu cet historique de se dire, on se rappelle quand il y avait eu un gardien qui avait fait à peu près tous les clubs de National League en 3 mois, et on n'arrête pas de dire que c'est un peu n'importe quoi. Ça reste très spécial et très spécifique à la Suisse de se dire que si ça se trouve au mois de mi-décembre, bah, Oula Palvet, il a marqué, je sais pas, peut-être 10 points en 6 matchs avec Genève, puis il repart à Ajoie, puis il va peut-être pas jouer parce que finalement, les autres, ils sont contents de ceux qui sont restés. Avant de passer à Genève un peu plus spécifiquement, je trouve quand même les plus anciens et dont on fait gentiment partie, j'ai l'impression là autour, se souviendront d'un fameux prêt qui concernait exactement les 3 mêmes équipes, à savoir Genève, Ajoie et Lausanne, mais pas dans le même ordre. Dans la peau du cocu, on va dire, c'était Ajoie. Mm-hmm. Dans la peau du prêteur, c'était Genève. Et dans la peau du chanceux, c'était Lausanne, avec le prêt de Toni Salmelainen, de Florian Kuntz et de Marco Maurer. Je suis allé relire 2-3 articles de l'époque pour un match de play-off quand Lausanne était menée 3-1 par Ajoie en quart de finale de Ligue B, début des années 2010. Et Salmelainen avait joué un match avec Lausanne, marqué 2 buts. Et avec ces renforts-là, Lausanne avait gagné le 3-2. Derrière est allé gagner à Ajoie et avait fini par sortir de la série en gagnant le 4-3. Et c'est assez rigolo, le petit clin d'œil du destin. Si l'Ajoulo prêté à Genève rend, on va dire, l'appareil à Lausanne 15 ans plus tard. C'est un petit clin d'œil du destin. Ça n'a pas d'autre prétention que ça, mais je trouvais rigolo de le rappeler. Ben voilà, après avoir disséqué ce match aller de Champions League entre Lausanne et Genève Servette, donc match retour, on le rappelle, la semaine prochaine du côté des Vernets. On va passer assez, pas rapidement, on verra, mais on va passer les 2 clubs en revue parce qu'il y a pas mal de petites news, non seulement avec notre absence d'une semaine et en plus, durant la pause équipe nationale, on sait que c'est assez propice aux petites transactions ou aux grandes, elles n'ont pas forcément petites. Dans les officiels, on reviendra après sur certaines rumeurs. Dans les officiels, on a Vincent Praplan a prolongé de 4 ans son contrat avec Genève Servette, donc il est sous contrat jusqu'en 2029. C'est le plus long contrat qui est encore, qui est paraphé par un joueur des Aigles. Je pense que ça a surpris pas grand monde dans la ligue qui re-signe à Genève. Il se sent bien là-bas. Depuis qu'il est arrivé, je trouve qu'il a, même si ce début de saison n'est pas flamboyant, il a que 6 points en 16 matchs. Les 2 dernières saisons, il a 10 et 15 buts. Il a 36 points la première saison. L'année passée, il était un peu moins réussite, mais un peu comme toute son équipe. Mais quand tu as un attaquant suisse qui te vaut, on va dire, entre 10 et 15 buts
plus ou moins de manière, tu peux compter dessus chaque saison, bah tu le signes. Ça me semble complètement logique. Vincent Praplan, 94, il a 30 ans, donc il a encore de belles années devant lui. C'était son dernier contrat de 4 ans, à mon avis, qu'il pouvait signer. Et donc, je pense que ça n'a pas dû être des discussions beaucoup trop compliquées pour le re-signer entre Marc Gauchi et Vincent Praplan. Bah, je me suis demandé il pouvait peut-être se dire, tiens, est-ce que j'irais vers Fribourg, qui aurait besoin d'attaquants suisses. En fait, je réfléchissais simplement à ça, en me disant que c'était une potentielle destination. Ouais, bah en tout cas, je crois pas qu'il y a eu de discussions qui sont allées bien loin avec d'autres clubs, de ce que j'ai cru comprendre, mais après, on me dit pas tout non plus. Mais moi, ça me semblait assez clair que ça allait se passer comme ça le concernant. Donc, pas une grande surprise ici. Dans les choses officielles, il y a le prêt d'Oula Palvé pour 1 mois de Ajoie à Genève, qui fait suite à la blessure, elle aussi, pour 1 mois de Theodor Lennström, qui s'est blessé juste avant la pause de l'équipe nationale. Donc, de manière totalement logique, Gauchi engage un attaquant pour remplacer un défenseur. Ouais, c'est ça. Non. Il a quand même une défense qui est solide du côté de Genève. Il y a pas mal de défenseurs suisses de qualité. Par contre, marquer des buts, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple actuellement à Genève. Donc, d'avoir un créateur comme Palvé sur un centre d'une ligne, à mon avis, c'est loin d'être une mauvaise idée. On peut se poser la question de ces clubs du bas de tableau. Oui, je sais, c'est une blague que je peux faire. Je la ferai sûrement tout à l'heure du côté d'Ajoie aussi. Mais ces clubs du bas de tableau qui cèdent parmi, c'est un peu surprenant. Mais au-delà de ces considérations-là, je pense que c'est un joueur qui peut amener beaucoup à Genève Servette, justement dans l'animation offensive. Ça permet d'avoir 6 étrangers sur la glace tout en ayant Ranta dans le contingent, mais potentiellement en tribune, et de faire jouer Robert Mayer qui devrait être de retour, qui est de retour aussi. Donc je pense que ça fait assez sens. Ouais, c'est en tout cas une bonne opportunité. On en parlera peut-être un peu plus de Palvé dans la section d'Ajoie, mais ça me va bien. À partir de là, je trouve que c'est d'imaginer que tu peux le mettre potentiellement avec un des 3 Finlandais ou avec Spacek. C'est assez c'est un contingent assez riche, disons, quand on commence à dire ah ouais tiens il y a Praplan, ah ouais tiens il y a encore Miranda, Richard et compagnie. Ouais, ça va, ils s'embêtent pas, hein. Marc Gauchi nous a vraiment simplifié la partie Genève-Servette avec plein de petites news qu'on ne voulait pas oublier. Et puis, vu qu'on a pas mal parlé du match avant, on ne voulait pas trop revenir sur les matchs d'avant la pause, ça ne m'a pas l'air de faire de grand sens. Signature de Vili Sari-Irvich en 2027, défenseur finlandais d'1m79, 78 kilos, pas un gros gabarit. Si je te dis défenseur finlandais offensif, pas un gros gabarit, tu me dis quoi? Sami Vatanen. Voilà. En fait, il a pris le clone, puis il s'est dit, bon, bah, vu que selon les médias finlandais, Sami Vatanen est annoncé retournant au pays à la fin de cette saison, bah, on prend le clone, celui qui a 37 points la saison dernière avec Langnau. Là, il est parti sur les mêmes bases cette saison. Puis bah, on le fait venir à Genève avec la connexion finlandaise qui est bien en place. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il est flashy à voir jouer. Il est important offensivement sur le power play. Il est vraiment, vraiment précieux. C'est un joueur, c'est un gagnant. C'est un de ces joueurs que tu t'arraches, justement. Et là, c'est un sacré coup de la part de Genève Servette. Mais j'étais quand même surpris, alors pas qu'il aille à Genève, hein, mais surtout qu'il soit resté presque 3 ans à Langnau. C'était 3 ans, je crois. Parce que c'est la troisième saison. Quand tu es bon, que tu signes à Langnau, aucun problème, parce que l'agent va te vendre le truc en disant tu auras du temps sur le powerplay, tu seras le défenseur numéro 1, ou en tout cas, bref, tu seras une des pièces maîtresses du jeu, pas de problème. Mais alors dès que tu vois que le joueur est bon, bah, tu peux dire hey, là maintenant, alors il avait peut-être, admettons, 1 an plus option, mais la 3e année, tu l'as fait ailleurs, quoi. T'as Zurich qui fait bon, bah c'est bon, on a assez rigolé, on avait hésité, on pensait pas, on s'est dit Lettonen, Kinnunen, c'était bien, bon voilà. Mais tu vas chercher Sari-Järvi, de le voir comme ça, c'est un peu finalement j'ai cette même réflexion, ce même état d'esprit par rapport à Sarre là, où tu te dis, on est sûr que vraiment, c'est pas qu'il y a mieux que. Il peut pas avoir mieux que Langnau, évidemment, quoi. Il prouve qu'il est bon, il est adapté au championnat de Suisse. Donc après, il rejoint une plus grosse écurie.
es en train de nous plomber notre audience du côté de la mentale. Je te remercie pas. Mais d'ailleurs, eux non plus te remercient sûrement pas. Mais oui, j'entends clairement la logique. Sari Järvi, c'est le 3e joueur le plus utilisé de la ligue avec 23 minutes 13 depuis le début de saison. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, il joue beaucoup en powerplay, 2 minutes 39 par match, mais il joue aussi 1 minute 30 en box-play par match. C'est pas juste un défenseur offensif, c'est un défenseur qui peut un peu tout faire. Et ce profil-là, il est quand même sacrément précieux. Donc, grosse signature pour Genève Servette. J'aime beaucoup ce qu'a fait Marc Gauci sur ce coup-là. Et on a encore, que tu parlais de Vatanen, je crois que Artikainen, là non plus, c'est pas tellement ouais. Restons à Langnau 2 secondes. Charlin aussi, ça a été officialisé. Je pense que c'était pas encore fait au moment où on a. Je t'ai coupé juste parce que je voulais quand même rappeler ça. Stéphane Charlin a été officialisé comme gardien de Genève Servette la saison prochaine, à moins que ses performances de cette saison l'envoient tenter sa chance en Amérique du Nord, parce que c'est pas complètement utopique. Pour mémoire, Charlin, c'était mon joueur le plus courtisé cet été quand j'ai fait ma liste du top 10. 24 ans, gardien à un immense potentiel. Ce qui montre depuis le début de saison avec Langnau, c'est ça. Il n'y a pas de mots. Il a 96% d'arrêt, 1,36 buts encaissés par match. Et je rappelle, à Langnau. Ouais. Donc, il fait là, c'est magnifique. Ce qui lui a valu une convocation en équipe de Suisse pour la Karela Cup cette semaine. Donc, là aussi, gros coup de Genève Servette en prenant et Sari Järvi et Charlin, avec toutefois le petit point d'interrogation. Est-ce que Charlin pourrait traverser ou pas? Que j'étais en train de parler, je disais juste Artikainen, c'est un petit peu la même réflexion qu'autour de Vatanen. Et surtout qu'Artikainen, on sait qu'il est propriétaire d'un club en Finlande. Puis qu'à un moment, ça choque personne que après le type se dise maintenant c'est l'heure pour moi de rentrer au pays, quoi. Et il n'y a pas de souci là derrière. Et j'imagine aussi que quand tu avertis assez tôt ton directeur général, il a le temps de se retourner, même si ça va être difficile de trouver un profil aussi percutant et intéressant qu'Artikainen. Je me réjouis de voir ce que Marc Gauci va trouver, en fait. Ouais, 2 Artikainen, je suis pas sûr que ça existe, de même profil. À mon avis, si tu veux remplacer 1-1 Artikainen, t'as aucune chance. Il est tellement unique, ce joueur, dans sa façon de jouer, dans son style de jeu, que voilà. Mais ouais, Artikainen, c'est 22 points depuis le début de saison, c'est 11 buts, 11 passes décisives. Et oui, la dernière année qu'il a joué à Kalpa, donc le club qui était en la Coupe Spengler la saison dernière, c'était en 2009-2010. Après, il est parti en Amérique du Nord 3 saisons. Après, il est parti en Russie entre 2013 jusqu'à 2022. Donc, et puis après, il est venu gagner le titre à Genève avec Linus Omark, son copain. Voilà, je crois qu'il a fait le tour. Il est resté 3 saisons à Genève. Je pense effectivement on doit un peu compter les matchs de Artikainen jusqu'à son départ à la fin de cette saison. Il faut qu'on se fasse une raison. Et puis, dernière news, je pense qu'on peut dire, c'est une news que toi, tu as sortie. Ça n'a pas encore été officialisé, si je ne dis pas de bêtises. C'est Tim Boson qui aurait signé pour 4 ans avec Genève. Voilà, exactement. C'est l'information que j'ai écrite samedi. Qui quitte Lausanne, c'était clair depuis un petit moment. On en a déjà parlé un tout petit peu du côté de Lausanne avant. Donc là, l'aspect genevois, voilà, c'est pas besoin de présenter Tim Boson et qui il est et quel type de joueur c'est. Mais par contre, le Tim Boson qui a quitté les Vernets en 2020, parce qu'on rappelle, tout le monde s'en souvient évidemment, mais c'est un junior du club, fils de qui vous savez à Genève, ça a une importance. Et il a joué 2 saisons à Genève avant d'être envoyé à Lausanne dans l'échange autour de Joël Vermine. Et quand il quitte Genève, c'est 42 matchs, 14 points, 7 buts, 7 passes. Puis là, ce qu'il est devenu, c'est 16 buts la saison dernière, 7 buts déjà en 19 matchs cette saison. C'est un joueur qui est dur, qui est physique, qui a un vrai impact sur le jeu. On l'a vu la saison dernière durant les playoffs. Et de remplacer potentiellement, parce qu'on n'a pas de nouvelles si ça va se faire ou non, s'il arrête ou non, mais je peux imaginer que oui, de remplacer un Marc-Antoine Pouliot par un Tim Boson, t'as un joueur qui ne sont pas du tout identiques, mais dans le côté physique que les deux peuvent apporter, tu perds pas au change, en tout cas, on va dire ça comme ça. Non. Et voilà, donc il a aurait signé pour 4 ans. Disons que quand je recevrai le communiqué de presse, je serai tranquille pour en parler. Là, je crois que c'est fait, sinon je ne l'aurais pas écrit. Non, c'est fait, mais c'est juste pas encore officiel. Voilà, c'est parler de l'avenir, parlons du présent.
Genève a un mois de novembre qu'on va qualifier de charnière. Ce ne sera pas le seul club de l'après-midi ou de l'épisode où on va en parler en ces termes. D'ailleurs, ils sont pas loin l'un de l'autre au classement. Mais Genève, donc, qui est à la 12e place actuellement avec 21 points, joue 5 de ses 7 prochains matchs à la maison. Et les 2 seuls déplacements, c'est à Langnau et à Rapperswil. Et à la maison, ils reçoivent également Cloton, et ils reçoivent Ajoie, ils reçoivent Ambry, et il y a un match contre Fribourg qui s'annonce chaud. Donc Genève a l'occasion d'ici la fin novembre de faire un sacré pas vers l'avant. Encore faut-il marquer des buts et gagner de temps en temps un match. Et ça commence déjà par la réception de Cloton ce samedi. Exactement, le match du 27 novembre là, contre Fribourg. Je crois que j'y suis. Tu te rappelles si tu y es? Okay. Alors moi, je prends match après match. Je ne peux pas te dire en plus. Bon, après avoir parlé spécifiquement de Genève Servette, on parle d'un club qui a un tout petit peu moins d'actu que Genève. Genève, ils ont vraiment facilité notre tâche. Lausanne un tout petit peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à discuter sur Lausanne, pas du tout. Hormis évidemment ce match de Champions League. Lausanne, la mauvaise nouvelle, c'est, comme on vient d'en parler, c'est Tim Boson qui va s'en aller. Je pense que offensivement, on a souvent parlé de la profondeur justement d'un Lausanne HC qui a des attaquants suisses qui sont capables de marquer beaucoup de buts ou de points entre les Rochettes, Ria, Jäger, Fuchs. C'était cette profondeur offensive-là qui faisait la force du Lausanne HC. Donc, dans un sens, tu peux te dire, le nombre d'attaquants suisses de qualité est toujours présent à Lausanne. Je pense que John Foust a envie de trouver quelqu'un. J'ai le nom de Yannick Zender qui m'est remonté. Il est très haut sur leur liste de commission, on va dire. Yannick Zender, pour ceux qui ont un peu perdu trace de lui, déjà il y a un peu lui-même qui s'est perdu à un moment, parce qu'on rappelle quand même que lors de la saison 2021, donc l'une de ses premières saisons d'impact dans la Ligue, il a 17 buts, 16 passes décisives pour 33 points, ce qui est quand même vraiment, vraiment solide, sachant qu'à l'époque, il avait 23 ans. Et après, il joue encore 2 saisons à Zug, 17 points et 12 points. C'est un buteur, 9 buts, 6 buts les années suivantes. Et après, il signe à Zurich pour 2 ans. Et alors, tu me diras, il a gagné un titre au passage. Il avait déjà fait 2 titres avec Zug. Il en fait 1 avec Zurich. Donc, en gros, si tu as Tsener dans l'équipe, tu as des bonnes chances d'être champion en ce moment. Il est encore à Zurich maintenant. Il a 7 points en 17 matchs. C'est plus le même impact, mais c'est pas le même rôle non plus. On peut pas attendre de lui de marquer 30 points vu le rôle qu'il a à Zurich. Il joue entre 9 et 11 minutes, donc je peux tout à fait entendre qu'il a envie d'aller voir ailleurs où on a un rôle un peu plus en vue à lui donner. Je pense pas qu'il y a que Lausanne qui est dessus, mais c'est le seul nom que j'ai comme étant digne d'intérêt pour le Lausanne HC. Et je serais vraiment pas surpris que ça se fasse, tu vois. Ouais, le seul qui pourrait avoir du sens, mais c'est vraiment du sens. Après, il y a plein de choses qui me feraient dire non, je vois pas trop comment. Ce serait un Attilio Biasca, qui est beaucoup plus jeune pour le coup, et de nouveau faire partir un jeune de Zug avec le projet autour. Alors soit tu dois mettre beaucoup plus d'argent. On a l'impression qu'à Lausanne, on fait quand même nettement plus attention aux francs qu'on dépense. On va pas jeter bêtement écoute, alors on rajoute 150 000 par saison ou on rajoute X milliers de francs par saison juste pour avoir le joueur. Surtout qu'en plus, un joueur normalement assez jeune, tu veux te l'assurer pour plusieurs années. Donc, tu dois encore aligner les années de contrat. Je trouve que Zender, finalement, une sorte de... On essaie de te relancer d'une certaine manière, de retrouver le joueur que tu étais à Zug. Mm-hmm. Ça pourrait être une option. Et de la part de John Foust, de ne pas pouvoir garder tout le monde, finalement, je trouve que c'est plus sain. C'est finalement assez sain de voir que, non, il faut faire des choix. Et on commence à être dans une configuration un tout petit peu plus NHL salary cap, si j'ose le dire ainsi. On se disant, non, on a fait un push pour Ria, on a décidé de garder Jason Fuchs,
c'était un peu, je me rappelle quand ils ont annoncé certaines prolongations de contrat, on disait sur le PowerPoint, est-ce qu'il manquait de la place pour annoncer les deux autres sur l'écran. Il y avait 3 prolongations, je crois. Et finalement, de se dire, là, il a fallu faire un choix aussi. Et il n'y a pas que Lausanne, il y a peut-être aussi il y a bien évidemment aussi le joueur qui entre en considération, qui dit, ouais, moi j'ai peut-être envie d'aller voir ailleurs. Et tu respectes ce choix et tu essayes de composer l'équipe la plus logique selon ton budget et selon ce que tu peux avoir sur le marché. Ouais, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, que ça ressemble plus à un salary cap. Moi, je dirais juste que ça ressemble juste à un club qui a des limites, en fait, qui n'en a pas eu pendant un moment. Cette période est clairement révolue. Donc, c'était une évidence qu'ils n'allaient pas pouvoir garder tout le monde. Là, tu as un Ken Yeager qu'il va falloir re-signer à un moment ou à un autre. Donc, je me dis aussi que John Foos, c'est pas le seul au monde, hein, mais c'est quelqu'un qui définit des rôles et en fonction du rôle, il donne un salaire potentiel à son joueur. Qui s'appelle Boson, Tsender ou Tartampion, en fait, si c'est un ailier de 3e ligne qui va peut-être pas jouer du powerplay ou peu de powerplay, ça vaut X. Ça vaut pas X plus 200 000 parce que l'agent demande ça et puis non, ça a un prix. Et donc, en fait, il va donner ce prix qu'il estime correct au joueur. Et il va pas en déroger. Et ça, je pense qu'il faut lui porter crédit pour ça. Et c'est vraiment pas le seul, encore une fois. Hein. Et à un moment, moi, ce que je me dis aussi, si t'es John Foust, est-ce que vraiment tu payes Tim Boson sur ce qu'il fait depuis le début de saison et la saison dernière, à savoir c'est un scoreur de premier plan en Suisse, certes, mais la saison d'avant, c'est 17 points et la saison d'avant, c'est également 17 points. Alors oui, ce qu'il réalise actuellement est plus proche de peut-être sa valeur actuelle, je l'entends. Mais en même temps, tu peux aussi de l'autre côté te dire, en fait, moi, je fais plutôt une moyenne de ce qu'il vaut sur les 3-4 dernières années. Et sur cette base-là, j'estime qu'il vaut tant. Et je pourrais aussi imaginer que ça parte dans cette discussion-là. Ça veut du coup pas dire que Genève a complètement surpayé pour Tim Boson. Ça, j'en sais rien, honnêtement. Mais peut-être que Marc Gauci a un rôle dans son équipe différent ou plus en vue, ou peut-être juste un poste salarial à disposition plus élevé. Et John Foust n'a simplement pas décidé de rentrer dans une surenchère, même si surenchère, ça ne veut pas dire que quelqu'un a mis beaucoup plus. Ça veut dire par rapport au budget alloué à soi-même, il en sortait. Et encore une fois, la prolongation de Ken Yeager qui est censée arriver, peut-être, je n'ai pas la réponse à ça, hein. Mais Yeager, il se fait aussi une sacrée belle publicité parce que lui aussi, il a encore une année de contrat, hein, attention, mais il a aussi un sacré potentiel. Et peut-être que 26 ans Yeager, Boson 30 ans, à un moment ou un autre, si tu dois signer quelqu'un à 4 ans, tu préfères peut-être mettre tes billes sur Ken Yeager, quitte à mettre un poil plus de billes, c'est pas la question. Mais peut-être parce que c'est style qui vaut un peu plus à ce moment-là que Tim Boson. Et au moment de faire un choix, peut-être que John Foust a fait ce choix-là. Ça ne veut pas dire qu'il va re-signer Ken Yeager, mais ça peut dire qu'il s'est mis en position de pouvoir le signer. Je suis d'accord avec toi. Le seul truc que je pourrais voir avec Boson, c'était une question de profil. Simplement, si on fait abstraction des points, tu le disais, oui, c'est un joueur qui est physique. Et ce genre de joueur, peut-être, et on l'a vu en play-off, si tu veux faire un push un peu plus loin dans la saison, si tu veux être présent au printemps, peut-être d'avoir plus de Boson que de Yeager. Si je prends cette comparaison, c'est bien d'avoir les deux, puisqu'en plus ils étaient sur la même ligne, mais t'aimes bien avoir un ailier qui n'hésite pas à aller mettre des boîtes, ou en tout cas qui est assez solide pour résister devant le but. Et tu me diras, tu as aussi envie d'avoir un centre qui est capable d'être bon défensivement et offensivement, bien évidemment. Dans le meilleur des mondes, tu as les deux. Mais pendant les playoffs, un joueur un ailier qui est solide, c'est toujours très intéressant. Justement, si tu fais des comparaisons, c'est en tout cas pas pour être dépréciatif avec lui du tout, mais est-ce que si tu as tous les choix à disposition, est-ce que tu ne gardes pas plutôt Boson que Fuchs, par exemple, alors que ce sont deux bons joueurs de National League? Et en plus, je fais directement le contre-argument, c'est que Fuchs a été excellent en play-off la saison dernière, on s'en rappelle, et on le disait assez qu'en play-off, on attendait ces excellents premiers play-offs, et il les a fait la saison dernière avec Lausanne. Mais moi, je me dis, peut-être qu'entre les deux, je prends plutôt Boson que Fuchs. Mais en même temps, je pense pas que
je pense que dans la configuration de comment ça s'est passé ces derniers mois, je pense que la question ne s'est pas posée en ces termes à John Foos, donc il n'a pas eu besoin de donner une réponse. Au Rayon, des mauvaises nouvelles, c'est blessure de Oksanen qui s'est fait charger dans un match de Karjala Cup samedi contre la République tchèque, une assez vilaine charge. Il a fini la tête la première dans la bande. J'ai pas l'impression que ce soit une commotion, mais c'est plutôt au niveau des épaules, du dos, des cervicales, du haut du corps. J'ai pas eu la réponse de qu'est-ce que c'était déjà, parce qu'il était toujours en Finlande en début de semaine, il rentre en milieu de semaine, donc il fallait que les médecins du club le revoient, mais John Foos m'a dit que ça se comptait en semaine, donc il voulait pas le rusher pour le ramener en Suisse. Elle lui laisser un peu de temps tranquille. Je trouve que j'aime bien cette gestion-là. C'est assez humain aussi de dire, bon, écoute, t'es en Finlande. Si ça se trouve, il a pu en profiter pour voir sa famille. Et puis, j'en sais rien s'il était, mais je pense c'est ce qui s'est passé. Il a pu aller voir sa famille. Humainement, je trouve que c'est assez bien vu. Tu laisses 3 jours au gars au pays en disant, de toute façon, tu seras pas là sur la glace ni mardi, ni la semaine prochaine. Profites-en. Malheureusement, ça vient d'une mauvaise nouvelle vu qu'il s'est blessé, mais j'aime bien la gestion. On termine avec une question. En fait, on en avait 2 autour du Lausanne Hockey Club, mais il y en a une qui est assez complète où il y a la question de François Tournier. Donc, je prends la question de Loïc Morer. Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. 3 questions pro-lausannoises si vous faites quand même les questions cette semaine. Lausanne finit 2e à la pause nationale, mais je ne peux m'empêcher de penser que cette place est usurpée. Oui, l'équipe a du caractère et réagit aux défaites, mais la défense est un peu trop aux fraises pour une équipe du top 5. Qu'en pensez-vous ? Dans une mesure où les 8 étrangers sont disponibles, vous prendriez qui ? Perso, je laisserais Bayreuther et Sklenicka, tant je trouvais Pilot incroyable l'année passée. Je ne casserai pas les duos finlandais. Je trouve que Boson et Jäger sans Raffel sont assez médiocres. Et les Zurichois au repos, car Champions Hockey League, un scandale avantage au Z ou une demande zurichoise, comme j'ai pu lire, et du coup, aucun scandale. Merci pour vos épisodes presque hebdomadaires, vous nous régalez à chaque fois. Presque hebdomadaire, on n'a pas le droit à l'erreur. Merci beaucoup pour les questions. Je propose qu'on passe directement sur ce dernier point. Il y a eu un article de nos confrères du Matin, sauf erreur, qui disait où la Ligue a été interrogée sur ce sujet. En gros, il disait Zurich doit voyager en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas des Genevois et des Lausannois. Et par contre, les Genevois et les Lausannois ont pu voyager directement sur Genève et non sur Zurich. Il y a aussi une petite faveur qui leur a été accordée. De toute façon, ces tournois internationaux, c'est un petit peu la caque, on ne va pas se mentir. En pleine saison, avec la Ligue des Champions, moi, je te dis honnêtement, à la place d'un Patrick Fischer, mais je sais que ce n'est pas réaliste, mais tu ne devrais pas sélectionner de joueurs qui jouent la Champions League droit derrière. Tu me diras, c'est ce qui s'est passé avec les Fribourgeois, c'est juste qu'il y en a peut-être pas qui méritaient sur le début de saison. Là, je suis mauvaise langue. Non, si j'en ai parlé avec Berti, et puis il m'a dit, on en a parlé avec Fischer, et le fait qu'il y ait la Spengler, le tournoi à Fribourg, un peu plus simple aussi pour Berti de ne pas se faire trop de voyages. Donc probablement qu'au mois de décembre, si tout se passe normalement, on retrouvera Christophe Berti avec l'équipe de Suisse. La sélection des Fribourgeois, c'est logique que tu les fasses jouer à Fribourg. Mais oui, dans un monde idéal, tu ne sélectionnes pas les gars qui sont en Champions League dès le mardi soir pour un tournoi de préparation comme ça. Mais en même temps, s'ils jouent la Champions League, c'est que c'est les meilleures équipes de la Ligue. Donc, il y a les internationaux dedans. Enfin, ça m'a l'air insoluble. Il se trouve qu'il y a 3 matchs en 4 jours. Aucun joueur ne fait les 3 matchs, il me semble. Je n'ai pas totalement regardé, mais je pense que ça me semble pas logique. Enfin, je pense que, en tout cas, une bonne partie a fait que 2 matchs. Donc, c'est logique qu'à un moment, soit les Zurichois. Ils se sont défendus comme il est. En fait, ce qui est agaçant, en un sens, c'est que je pense que l'excuse, elle est totalement défendable. Mais en même temps, tu es obligé, dans un coin de ta tête, de dire ouais, bon. Ouais. C'est ça. Ça arrange quand même Zurich. Ouais. J'aime pas, on déteste ces théories du complot, comme quoi Liga Mafia, les Zurichois sont avantagés, mais c'est un fait que de dire oui, mais ils ont pu prendre l'avion et tout, et là, ouais, mais les autres, ils ont pu quand même rentrer le samedi, ils vont à les Straubing Ice Tigers, c'est en Allemagne, ils vont pas non plus au fin fond de la Chine, ils vont pas contre les Kunlun Red Star avec des heures et des heures de décalage horaire non plus. Donc, c'est triste parce que ça alimente cette espèce de différence de traitement entre Roman et alémanique.
Ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu un seul Ria qui n'a pas joué et qui vont dire, ah bah ouais, bah, il y avait aussi Ria, c'est bon, calmez-vous, quoi. Là, en fait, c'est vraiment, t'as le bloc des Zurichois qui s'est tiré. Et c'est vrai que c'est un peu, c'est pas très finaux, on va dire. Et peut-être que justement, il fallait pas prendre tous ces Zurichois, vu que tu savais que le mardi, ils jouaient en Champions League. Est-ce qu'il fallait pas en garder un ou deux pour le tournoi de décembre et sélectionner peut-être un ou l'autre joueur d'autres clubs de National League maintenant, sachant qu'il y a ce match-là? Moi, je dirais qu'au-delà de l'aspect Romand, pas Romand, Zurich, pas Zurich, c'est la planification qui est pas optimale à ce niveau-là pour s'éviter ces discussions-là. Je crois que normalement, il y a 3 rassemblements, hein, on rappelle, Oui. au mois de novembre, au mois de décembre, là ce sera effectivement à Fribourg, et au mois il y en a même 4 si on veut, mais au mois de février, les Beijer Games en Suède, et puis après, il y a les matchs en République tchèque juste avant le championnat du monde. Comme ça, chaque pays a eu son tournoi. Normalement, et on peut faire le tournoi en République tchèque, vu que c'est avant le championnat du monde. Là, tu as ton équipe de cette préparation pour cet événement. Donc, on peut pas les compter. On doit enlever, on doit garder les 3 premiers. Et sur les 3 premiers, je crois que tu dois accepter 2 convocations. Et sur 3, et que Patrick Fischer essaye de faire 2 sur 3. En se disant aussi que quand tu arrives au mois de février et qu'il y a bientôt les playoffs, est-ce que tu préfères avoir Malguin, Andrighetto pour Zurich? Tu te dis, bon, bah, il va nous les prendre 2 fois sur 3. Qu'est-ce que je préfère? En Suisse, tu essayes d'amener la meilleure équipe, ou en tout cas celle qui est avec tes meilleurs joueurs suisses, si possible. Et celui que tu peux presque laisser le plus de côté par rapport à tes meilleurs joueurs en Suisse, ça va être celui de février. En général, c'est un peu comme ça, même s'il n'y a pas de règle d'or, quoi. Pour répondre à l'autre question de François, si je me rappelle bien, De Loïc. il parlait de Lausanne, qui était une équipe bien payée, on va dire. Je ne sais plus quel est le terme qu'il a utilisé, que je n'aurais pas, moi, osé utiliser dans sa question. Si on se penche un tout petit peu dans les statistiques avancées du Lausanne HC, depuis le début de saison, c'est 54,1 expected goal for et 55,27 against. Donc, ouais, Lausanne est un peu assez bien payé. Le PDO est à 101, ce qui est assez élevé aussi. Donc oui, on peut imaginer décidément, on peut imaginer ce derby roman, ça nous perturbe. Que Lausanne est un petit peu bien payé depuis le début de la saison, je suis assez d'accord. Sur toutes les statistiques, que ce soit offensivement à 5 contre 5 ou défensivement, c'est une équipe qui est dans le milieu du pack, on va dire entre 6 et 8 sur à peu près toutes les statistiques. C'est assez marrant à voir. Les situations spéciales sont meilleures. C'est une bonne équipe en situation spéciale. C'est ce qui fait aussi que justement les situations spéciales vont bien et le gardien va bien. Donc ça te permet justement d'être bien payé certains soirs. C'est quand tu as ces 2 aspects-là qui fonctionnent, tu as plus de marge. Et en fait, c'est ça que moi je trouve assez impressionnant, c'est que Lausanne a de la marge sur une marge d'erreur chaque soir, parce que justement bon gardien et bonne situation spéciale. Donc je rejoins sur l'analyse du bien payé, mais j'arrive à l'expliquer comme ça. Et puis, si les 8 étrangers sont disponibles, lui, il laisse Bayreuther et Sklenicka en se disant, Pilot, super. Je suis alors pour que Pilot soit réintégré, absolument, s'il est en forme, s'il est aussi bon qu'avec les playoffs, que les playoffs l'année passée. Raffle, parce qu'effectivement, je suis médiocre. Je trouve que le terme, c'est peut-être là aussi, tu disais, il est fort, hein, quand il dit Boson et Jäger sans Raffle sont assez médiocres. C'est Ugly en général qui occupe cette place d'ailier avec le duo. C'était évidemment une ligne impressionnante avec Raffle, donc ouais, pourquoi pas, mais de laisser Bayreuther et Sklenicka, ça implique que tu dois changer tes powerplay, parce qu'il y en a un défenseur sur chaque powerplay. Et tu le disais aussi, les situations spéciales, notamment un powerplay qui avoisine les 34%, ce qui n'est pas tenable sur l'ensemble d'une saison. C'est aussi parce que tu as sur chaque unité spéciale qui t'amène quelque chose de bien, en fait.
moi, entre Payuniemi et Oksanen, Oksanen, j'aime vraiment bien ce qu'il apporte depuis qu'il est là. Après, Payuniemi, je vois aussi son intérêt. Donc, j'aurais de la peine à le laisser en tribune aussi, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir que des Suomela et que des gars qui sont capables de marquer 3 buts par match. Mais ce que fait un Payuniemi est important aussi. Donc, oui, est-ce que c'est derrière que tu te prives? Je peux l'entendre. Et Bayreuther, Sklenicka. Puis tu privilégies donc ton pilot plus 5 devant. Mais dans un monde idéal, je pense que je pars aussi sur cette configuration-là, en me disant que pourquoi pas sortir Payuniemi à un moment plutôt que les autres attaquants étrangers, les Kwakanan, Suomela, Raffel et Oksanen, peut-être serait plutôt lui qui sortirait en premier, mais j'entends l'idée, surtout que ta défense tient vraiment bien la route. Offensivement, tu as des défenseurs qui peuvent prendre un rôle supplémentaire. Un Glauser peut jouer plus offensif si nécessaire ou tenir un powerplay. Frick, on n'en parle pas, il est aussi tout à fait capable de ça. Donc les options existent. C'est l'avantage quand on a 7 ou 8, s'ils sont tous en santé, c'est que tu peux faire des tournus, tu n'as pas besoin de décider les deux qui ne vont jamais jouer. Mais en l'état, je pense que ça pourrait être une piste qui est assez crédible, en tout cas, ou fière. Enfin, c'est comme ça que je le ferai aussi. Et puis la suite du programme pour Lausanne, c'est déjà jeudi un match à domicile contre Zurich. Le match le vendredi, donc un déplacement à Zug. Et puis après, il y a déjà ce match retour. Alors il y a un petit peu plus de pause puisque le match est le mercredi 20, le match retour contre Genève. Et puis après, le 22, le derby à Fribourg. Et puis après, un match dimanche contre les Tigers à domicile. Après, joue tous les 2 jours, 22, 24, 26, 28. C'est Fribourg, Langnau, Bienne et Davos. C'est un calendrier qu'on va qualifier de chargé, pour ne pas dire plus, pour le ZAN-HC. Mais avec chaque fois un jour de repos, par contre, il n'y a pas de back-to-back entre le 22 et le 28, au moins ça. Mais oui, ça va être une période compliquée, surtout avec quelques blessés, justement. Tu sens qu'il y a une petite période un peu compliquée qui peut s'annoncer, et en même temps, Lausanne a fait en sorte de ne pas paniquer et de ne pas être sous stress avec déjà 37 points en 19 matchs. Ils ont de quoi être un peu tranquilles, puis peut-être aussi de te dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une impasse, mais de te dire que de temps en temps, tu as 6 matchs en un laps de temps très très court, avec en plus la Ligue des Champions qui vient se greffer. Oui, peut-être de temps en temps, il faut accepter qu'un soir, ça ne se passe pas aussi bien. Tu vas te prendre une seille à Berne un soir. Ça arrive. Tant pis, à la 30e, on lève le drapeau blanc et puis on se dit que ce n'est pas grave. Dans 2 jours, on revient sur la glace. Lausanne a ce luxe-là. C'est permis, c'est octroyé ce luxe-là en faisant un très bon début de saison et en étant très solide. Donc, à eux d'en profiter maintenant. Voilà, après cette longue partie sur les 2 clubs lémaniques, on passe un peu au nord du côté de Fribourg. Fribourg qui a pas mal d'actu hors glace, ou disons dans son contingent, on y reviendra un petit peu plus tard, mais Fribourg qui est également engagé en Ligue des Champions. Match aller ce mardi soir également, défaite 1-0 à Växjö contre les Lakers, une bonne équipe du championnat de Suède, une défaite 1-0 qui hypothèque absolument pas les chances de qualification, parce que contrairement plutôt à ce qui s'est passé à la Vaudoise Arena, là, le 1-0 est totalement rattrapable sur le match retour. Tu me diras le 0-5 aussi, mais j'y crois un petit peu moins. Ouais. Fribourg a perdu sur le plus petit des scores, mais Fribourg n'a pas marqué. C'est quand même symptomatique de ce qu'on a vu de Fribourg-Gotteron depuis le début de saison. C'est de la peine à créer, c'est de la peine à marquer. C'est beaucoup de passes en trop, de petits jeux qui mènent à pas grand-chose et peu d'efficacité, peu de joueurs qui vont au filet, je trouve. Et finalement, c'est Elias Rosen, le joueur de Växjö, qui a marqué le seul but du match. Si les fans fribourgeois espéraient se rassurer avec ce match-là en se disant il y a la Coupe d'Europe pour se relancer après une pause, je trouve qu'on est reparti un peu sur les bases de ce qu'on avait vu avant la pause et que c'est un peu le même Fribourg-Gotteron finalement. Ouais, alors moi j'ai surtout j'ai apprécié de voir dans le deuxième tiers, c'était un peu on a ce terme, mais j'ai l'impression d'avoir 50 000 ans quand je dis du hurrah hockey, comme pour dire du hurrah football, où ça allait
au but de Berra, après au but de Vexieux. Et il y avait des actions un peu pendant 5-6 minutes des deux côtés. C'était assez enthousiasmant pour dire, contrairement à ce qui se passait à Lausanne. Mais ça rentrait pas en fait. Et c'est, tu disais symptomatique, effectivement, c'est bien joli de faire des actions, de créer quelque chose. Et encore, hein, au final, c'est 1,58 expected goal à 1,92. Donc, c'était pas non plus une explosion offensive de la part des deux équipes, mais ouais, je sais pas, il manque un petit quelque chose en ce moment. Et est-ce que ça peut se passer avec un Lindenweg qui devrait arriver? On en reparlera après, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus profond. Alors, au moins, tu peux te dire c'est chouette, Berra a pris qu'un seul but. Mais ça reste quand même une défaite, même si c'est rattrapable. Ouais, j'ai trouvé que le jeu de transition était pas ouf du côté de Fribourg-Gotteron. Euh, les défenseurs participent peu au jeu offensif. Il y a une transition qui marche pas bien. C'était, t'as utilisé le terme frustrant avant. Je crois que c'est le bon terme. Tu ressors avec plus de frustration que d'autres choses de ce match-là. Et force est de constater que la ligne Dort, de la Rose, Lilia, ça mène pour l'instant nulle part. Schmidt, Valmark, Sørensen, c'est pas la folie non plus. Et là, sur ce match-là, la ligne des Fribourgeois, Moteberchi, Sprunger était pas bonne non plus. Donc en fait, là, pour Patrick Aymon, avant le match de vendredi contre Berne, t'as presque envie de dire, on va tout shaker, quoi. On va être obligé de tout changer. Alors tu me diras, le Veille ne devrait pas être là vendredi, donc on ne pourra pas directement voir ce qui se passe et quelles sont les volontés de Patamon. Mais là, en l'état, moi, je serais bien emprunté. On en parlera un peu plus tard sur le cas Veille, mais sur ce que j'ai vu, alors j'étais pas présent dans la patinoire, mais devant mon écran. Mais sur ce que j'ai vu là, moi, Jacob Laila, il a pas grand-chose à faire sur la glace. En ce moment, on lui laisse une circonstance atténuante dans le sens où il a débarqué juste avant la pause équipe nationale. Ça reste un de ses premiers matchs avec Fribourg-Gotteron. On doit être un tout petit peu patient et compréhensif quand même avec lui. Mais à un moment donné, quand tu amènes de la concurrence, justement, c'est pour pouvoir te passer de ce genre de joueurs qui sont en l'état un poids mort. Je dis pas qu'il va l'être toute la saison, mais en l'état, c'est un poids mort. Non, mais t'as raison. C'est un moment. Je veux pas dire qu'on est trop gentil et qu'il faut sortir comme dans certains pays. Je pense que si on était dans des pays un peu plus, je sais pas, soit latins, soit nerveux, soit volontairement envie de faire du buzz, on aurait déjà cloué Laila, on aurait dit c'est n'importe quoi, mais c'est pathétique, utiliser des mots très forts. On va pas aller jusque-là, mais je suis d'accord avec toi quand même. À un moment, faut produire. Et pour Laila aussi, de se dire ah bah tiens, j'ai un changement de scénario. Je suis dans un nouveau club. Je peux peut-être me relancer. Je dois saisir cette opportunité. Il n'est pas mis dans la pire des situations. On lui dit pas écoute, tu sais pas. Alors c'est du hockey, c'est un langage universel. Mais en plus, tu rentres dans un vestiaire où il y a pas mal de Suédois. On a vu avec Palvé dans un vestiaire où il y a des Finlandais. Je dis pas que c'est automatique, mais finalement le changement de scénario peut être profitable dans un sens. Alors pourquoi là finalement ça a pas eu l'impact escompté, même si je pense qu'effectivement Lilia est peut-être un poil moins talentueux que Palvé, mais quand même je trouve que ça ajoute du grain à moudre à ceux qui critiquent Gert Sennhuisern. Et puis, c'est dommage que ça ne fonctionne pas. On lui demande pas de marquer 3 buts, mais c'est dommage qu'on ne sente pas un petit quelque chose de cette arrivée, de ce trade avec Ambry et Di Domenico. Ouais, et puis c'est cette ligne-là qui est sur la glace sur le but de Rosen. Alors voilà, ça peut aussi être... je ne leur mettrai pas 100% la faute dessus, mais c'est quand même un peu embêtant quand tu as une ligne avec 2 étrangers alors, qui est sur la glace au moment du seul but du match et que cette ligne-là ait rien amené offensivement en termes de shoot. Là, c'est un tir au but. De la Rose, c'est un tir au but. Enfin,
Bon, là, c'est 0, pardon, je suis sur la mauvaise ligne. Et puis Delarose, c'est un tir au but. Mais j'avoue que je me souviens même pas du tir au but de Jacob Delarose des présences de Laila non plus. Tir au but de Berchi 1, Sprunger 0, Motet 1. Il y a il y a peu de tirs au but et finalement, si tu regardes le tracker de tous les tirs durant cette rencontre, Fribourg continue à jouer en périphérie. Et on rappelle, et ça j'avais fait un article très tôt dans la saison en disant, bah, Fribourg, oui, il tire beaucoup plus que tout le monde, mais depuis tellement loin à chaque fois que, oui, 10 tirs qui ont 10% de chance de marquer, au bout d'un moment, tu arrives à cumuler des expected goals, mais au bout d'un moment, ça reste 10 tirs moyennement dangereux. Et si le gardien se trouve pas, ben, il va pas passer, quoi. Et là, de nouveau, dans le slot, il y a un tir qui est. Il y a un tir dangereux de Delarose, un de Valzer et un de Sorensen, un de Berchi. Et c'est tout pour ce qui est vraiment la zone tout proche du but. Et bah voilà, Fribourg ne crée pas grand-chose offensivement et à 5 contre 5. Et ouais, ça, c'est l'aspect le plus problématique. Ouais, à voir si en championnat, ils peuvent se reprendre, mais on a l'impression que le temps presse et des fois, c'est toujours ce petit truc qu'on peut voir. C'est ce que tu avais dit notamment quand tu as fait ta newsletter sur Berne, le cas de Berne. D'ailleurs, il y avait quelqu'un au passage, je crois que c'est Fabio qui avait félicité, donc qui avait dit bah ça fait plaisir de parler des fois de clubs autres que les clubs romans. Berne, c'est un petit peu spécial parce que c'est vraiment très proche de la Romandie. On sait qu'il y a beaucoup de fans romans de Berne. Mais tu avais dit pour l'instant ils sont ils sont mal payés. Et c'était juste avant le match contre Lausanne, remporté 7-2, où ça avait un peu explosé, où on se disait Greg avait vu juste, on va dire. Et tu disais la même chose pour Zug, en disant aussi, on commence à avoir Zug au niveau qu'on espérait. Donc, on n'a pas ce sentiment avec Fribourg. Non, même si tu regardes toutes les statistiques avancées, j'en parlerai dans ma newsletter de jeudi aussi, c'est pas mauvais, c'est loin d'être une catastrophe, mais il manque cette espèce de... J'aime pas quand on dit, c'est souvent au foot que c'est utilisé, mais un tir sans conviction. Moi, je pars quand même toujours un peu du principe que le joueur qui shoot, il a envie de marquer, il shoot pas pour se dire, je shoot, mais j'espère pas marquer, ou j'ai pas envie de marquer. Mais il y a un peu cet aspect, il y a pas une direction forte vers le but adverse. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque à Fribourg-Gotteron. Et c'est sur ça que tu dois absolument travailler. Maintenant, si on prend un peu de hauteur et on regarde juste ce résultat final en se disant, voilà, c'est un match aller-retour contre une équipe, tu vas là-bas, tu perds que, entre guillemets, 1-0, même pas en guillemets, tu perds 1-0 là-bas. On sait que les buts à l'extérieur n'ont aucune valeur. C'est pas comme au foot à une époque où les buts à l'extérieur comptaient double. Donc, en gros, ils auraient pu perdre... Enfin, ils auraient pu en marquer 3, mais perdre 4-3, ça aurait rien changé. C'est défaite de 1 but. Donc voilà, retour, tu pars à 0-0, tu pars à 0-1. Et il y a vraiment tout qui est jouable. Vexio n'a pas ultra dominé Fribourg non plus, donc on peut le voir dans l'autre sens. Maintenant, après, il faut aussi un peu réfléchir à est-ce vraiment le cheval de bataille de Fribourg actuellement de se qualifier pour la suite de la Champions League. J'en suis pas persuadé, mais en même temps, rappelle-toi Genève l'année dernière. Finalement, on se rappelle quand même de ce titre genevois, même si la saison en championnat était un petit peu décevante. Alors aujourd'hui, ils nous disent qu'ils veulent plutôt l'inverse, disons Genève. Mais à un moment ou à un autre, quand tu joues une compétition, tu veux gagner, tu veux aller plus loin. Donc, Fribourg est en position de se qualifier. Puis ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la suite, à savoir les contingents, les mouvements au niveau du contingent avec Lindenwey, Sandro Schmidt, etc. Voilà, après cette partie actualité brûlante sur Gotteron, on va aussi forcément parler des à côté. Et du côté de Fribourg, il y a, qu'est-ce qu'on va dire, 2 news d'importance qui concernent 2 joueurs, un qui arrive et un qui reste, on va dire, si je dis pas de bêtises, Lindenwey et puis Sandro Schmidt. Exactement, ouais, Fribourg a annoncé lundi que Lindenwey avait signé jusqu'à la fin de la saison, joueur de centre, c'est exactement ce que cherchait Gert Tenezon. Faux, en fait il voulait un ailier, mais au final le marché est ce qu'il est, donc il a pris le meilleur joueur disponible plutôt que le joueur qui remplit le mieux le rôle
le souhaiter. Je comprends ce qui s'est passé. Je peux me poser des questions quand même. Même si le nom est chouette, hein, c'est un bon joueur. C'est un gars qui est quand même à 1 point par match en KHL cette saison. Donc, il est en pleine forme physique. 19 points en 20 matchs, 7 buts, 12 passes décisives. Il a une longue carrière en KHL de 2018, même de 2017 à 2023, puis il a fait une année en Allemagne et il a décidé de re-signer en KHL. On a suffisamment par le passé théorisé sur ces joueurs qui signent en KHL. Je pense qu'on ne va pas le faire à chaque joueur. Vous connaissez les auditeurs connaissent mon avis, je pense que le tien également. Bref, absolument. On l'a assez dit. Je propose qu'on passe là-dessus, pas comme chat sur braise, mais ça, c'est notable, mais je pense qu'on se répéterait si on revenait là-dessus. Par contre, parlons du joueur de centre pur. C'est pas un ailier. Il ne joue qu'au centre, c'est un solide bonhomme, il fait près d'1m90 depuis 85 kg selon Elite Prospect, mais il est grand et il est solide, c'est une baraque. Il est droitier. Et qui a un titre de champion de Suisse et une coupe Gagarine, type de champion de Suisse avec les Zurich Lions en 2018. Il a joué 5 matchs de play-off seulement, mais fait intéressant quand même, il a joué le 7e match de la finale à Lugano, remporté par Zurich, alors qu'il avait joué 0 match de toute cette finale. Donc pour le dernier match, c'était Hans Kosman, l'entraîneur, qui l'a envoyé sur la glace pour aller gagner le dernier match. Donc je trouvais ça assez intéressant quand même comme fait. Ce que j'ai bien aimé, tu l'as mentionné au début, simplement sur sa fiche actuelle, le quasi 1 point par match, 19 en 20 je crois, c'est toute la différence avec certains joueurs qui viennent parce qu'ils sont pas contents de leur temps de jeu en KHL, parce qu'ils sont pas ils ne donnent pas satisfaction à leur club, puis tu les vois arriver, puis ça peut être quelqu'un qui a avec 12 matchs, 1 assist, puis alors tu regardes ça en se disant ouais, lorsque c'est vraiment un renfort, là pour le coup le joueur est en ce moment, alors je sais pas s'il est en feu, mais en tout cas il est vraiment totalement bien lancé dans sa saison, ce qui fait que s'il arrive à la patinoire avec Fribourg, il est prêt techniquement, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'il peut venir. Il y a un tout petit peu de flou autour de son arrivée, c'est juste. Oui et non. Ça a été annoncé par le club qu'il était là jeudi. Ah ouais, ok. Il est jeudi à Fribourg, donc non, il n'y a pas de flou à ce niveau-là. Il ne va pas être sur la glace ce week-end, selon toute vraisemblance. Fribourg-Gotteron a le luxe d'avoir 7 étrangers. C'est justement pour mettre 7 étrangers dans de bonnes conditions sur la glace et non 7 étrangers... mettre un joueur sur la glace qui n'est pas forcément dans de bonnes conditions, qui est jet-lagué ou autre. Donc, je pense qu'il ne va pas être là sur la glace ce week-end-là. L'incertitude autour de lui, au moment de son départ de Omsk qui annonce qu'il libère le contrat de Lindenwey pour aller régler un problème personnel à la maison en Amérique du Nord. Et c'est justement ce qui fait que ça a un petit peu traîné la signature à Fribourg de Lindenwey. Il y avait de l'incertitude là autour. J'ai vu que ça a été agrégé ou il y a eu des agrégateurs qui sont passés par là, qui ont cité Slava Bikov, qui était beaucoup plus spécifique sur ce cas-là. Je dis très honnêtement, moi je connais un petit peu l'histoire, ce qui est écrit est pas faux, mais j'avais envie d'en parler avec Lindenwey lui-même pour voir ce qu'il avait envie de dire. Le club a décidé de ne pas communiquer sur cette situation, que je comprends à 100%. Oui. Et là, je me dis qu'on parle d'une affaire privée et de problèmes dans sa famille. Donc voilà, c'est pas... J'ai pas envie d'entrer dans la spéculation ou autre. Par contre, s'il me raconte cette dernière semaine qui était assez rocambolesque de ce que j'ai cru comprendre, ça pourrait être une jolie histoire à raconter, surtout si les problèmes familiaux se résolvent de la bonne manière, ce qui semble être le cas vu que Fribourg-Gotteron a annoncé sa signature jusqu'à la fin de la saison ce lundi. Moi, je pense que ça pose des questions, vu qu'on l'a dit, joueur de centre pur. C'est ce que j'allais te demander. On n'est pas en train de dire qui va rester en tribune. Non, il y aura un tournus qui va s'opérer. Et ce n'est pas parce qu'un joueur arrive que désormais un va être 100% du temps surnuméraire. C'est une évidence. Par contre, avec 2 défenseurs et 5 attaquants, 3 centres, 2 ailiers, en fait, j'ai quand même l'impression que c'est soit un centre qui doit gicler, soit un défenseur dans l'absolu. Mais moi, j'aime bien cette colonne à 3 centres avec Wallmark,
Delarose et Lindenvey, on met dans l'ordre qu'on veut, mais Valmark Sørensen me semble quand même être ta première ligne, on va dire ça comme ça. Yo. Mais Vey en centre de 2 et Delarose en centre de 3, je trouve que ça a pas mal de gueule, on va dire, parce que Delarose, qui est un centre vraiment solide, qui est offensivement intéressant et défensivement très stable sur une troisième ligne, ça peut être pas mal. Vey, centre offensif doué sur une deuxième ligne, ça peut être bien aussi. Mais du coup, tu dois sacrifier quelqu'un. Est-ce que tu sacrifies un des ailiers? Mais après, le but de faire venir Lindenvey, c'était d'avoir justement plus d'impact offensif. Donc, est-ce qu'on se priver d'un étranger pour en faire entrer un autre? Est-ce que oui, il y a un upgrade marginal, mais est-ce qu'il est vraiment si important que ça? Ou alors, tu sors un des deux défenseurs. Et Borgman me semble être la victime idéale pour, en tout cas, la plupart du temps. Parce que moi, depuis le début de saison, et on l'a dit quelques fois à ce micro, me convainc que moyennement, on va dire ça comme ça, voire pas dire plus. Et Gunderson qui a quand même un certain âge, même si alors, à aucun moment ça se voit, mais de temps en temps, peut-être de lui donner un soir off et de pouvoir souffler sur un back-to-back, par exemple, ça lui fera peut-être pas de mal. Et dans le même temps, tu te retrouves avec un Yannick Radgeb qui va peut-être retrouver un rôle, justement, parce que finalement, Radgeb qui jouait 7e défenseur depuis un moment, si Borgman ou Gunderson vient à se retrouver en tribune, bah forcément, ça va faire un petit peu de place pour Yannick Radgeb, qui est un remplacement qui est assez fiable, même si ça ne se passe pas très bien depuis le début de saison, tu dois pouvoir être capable de lui donner 18 ou 19 minutes de jeu, soit le temps de jeu de Borgman ou Gunderson. Donc je pense que là, à ce niveau-là, l'apport de Vey peut être compensé défensivement parce que Yannick Radgeb est là un peu à traîner son spleen depuis un moment. Alors, je suis totalement d'accord avec toi sur c'est quand même bien d'avoir un Radgeb à faire entrer au cas où, si tu dois sortir un de tes deux défenseurs étrangers, c'est clairement pas une baisse en productivité sur le papier. Après, voilà, il faut regarder les matchs, mais forcément qu'un Radgeb, si tu sors un Gunderson, parce que on va dire qu'il y a plus d'impact offensif, ça ressemble un petit peu plus qu'un Borgman que je verrais plus défensif, ce qui ferait presque un peu plus changer d'aspect presque tout le système. Mais par contre, si tu peux laisser Gunderson et Radgeb, bah, tu as toujours tes deux powerplay. Tu me diras, Fribourg a pas... sur le papier, c'était super. Après, si finalement les deux marchent moyennement, puis que tu en as un qui marche très bien, puis l'autre, tu t'en fiches, bah, tu préférerais en avoir un qui marche très bien plutôt que deux qui marchent moyennement, je suppose. Ouais. Et donc... Ouais, je suis d'accord. Mais si tu sors Gunderson, à ce moment-là, alors, tu mets Radgeb probablement à la pointe, en défenseur du powerplay 1, et ça devient plus... Ouais, faut pas se rater si on veut. Et si tu remplaces Borgman, bah, Radgeb Diaz, ça me semble pas être la paire la plus logique comme ça à mettre ensemble. Il faudrait changer un peu tes paires de nouveau. Donc, ça implique des ajustements. Mais tu me diras, après, Fribourg est pas à ça près. Enfin, je veux dire, il reste pas 3 ans de championnat pour pouvoir commencer à se dire « Oh non, bon, on va faire un peu des tests et tout ». On a assez parlé, on a assez thématisé que les points, il fallait les faire maintenant. Ouais, avec Seiler qui était surnuméraire, qui peut lui aussi venir jouer un rôle de 7e défenseur ou de défenseur un peu plus physique, avec un Doufner qui est blessé, qui devrait revenir, au bout d'un moment, il devrait quand même être sur la glace. J'ai pas en tête exactement sa timeline, mais lui aussi, c'est une option. Donc en fait, si tu perds un des défenseurs, numériquement, tu dois pouvoir faire quelque chose. Et il y a aussi, on en parlait au dernier épisode, la fois d'avant, Streulet qui fait quand même un joli pas vers l'avant. Dave Souter, par rapport au début de saison, il recommence à regagner des minutes de jeu. Donc je pense que tu peux, à mon avis, te passer d'un de tes deux défenseurs. Donc moi, c'est la piste que je vois. Mais je pense pas qu'on pourra le voir dès ce week-end, justement, avec un Lindenvey qui ne devrait pas encore être tout à fait acclimaté à la vie en Suisse pour être sur la glace. Fribourg qui joue à un derby à la maison contre Berne et qui se rend à Davos samedi soir. Et on a parlé de la Ligue des Champions, de ce match aller avec Cieux, match retour la semaine prochaine contre ces mêmes Suédois. Mais il ne faut pas oublier que c'est bien joli la Ligue des Champions, c'est bien joli d'aller en Europe. Mais la réalité, c'est que Fribourg a 19 matchs, 22 points actuellement. Le train des playoffs, on va dire, est pas loin, mais le nombre de matchs joués est élevé, le nombre de matchs joués à la maison est élevé. Donc là, Fribourg va devoir commencer à aller gratter des points sur la route et c'est pas impossible
Mais les Dragons, ils sont vraiment un peu, on va dire, jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est un peu le moment où la saison devrait se décider. Donc, de pouvoir compter sur un Lindenwey dès la semaine prochaine, je présume, hein, ça, j'ai pas l'info, mais c'est ce que j'imagine. Le timing est quand même assez bon. J'ai mentionné le fait qu'il est droitier pour le powerplay. Est-ce que tu te dis, ah ouais, c'est aussi une option qui peut être activée depuis le départ de Didot? Bien entendu, oui, bien entendu. Il va jouer sur. Moi, je le vois bien avoir beaucoup de temps de jeu en powerplay. C'est un joueur qui est capable justement de créer ses occasions à 54. Il est connu pour ça. Il a un vrai sens du jeu, un vrai flair offensif. Et oui, Patrick Aymon devrait être capable d'en faire quelque chose. Tenezern lui a mis dans les mains un joueur de plus. Est-ce qu'il aurait voulu un ailier? Je peux imaginer que oui, mais tu peux pas cracher sur cette arrivée-là non plus. Donc je pense qu'il devrait être utile et à 55 et à fortiori en powerplay. Petite prolongation de Sandro Schmidt pour terminer cette partie sur Fribourg-Gotteron. Fin de semaine dernière, Fribourg a annoncé la prolongation de Schmidt pour une année. C'est surprenant comme durée et à la fois pas surprenant dans le sens où Sandro Schmidt fait pas un début de saison extraordinaire malgré beaucoup d'occasions de briller. Il joue quand même sur la première ligne avec les Suédois depuis bientôt un mois. C'est pas optimal comme d'un point de vue comptable et d'un point de vue production offensive. Voilà, il est passé du central à l'aile, il est pas dominant, Sandro Schmidt. Mm-hmm. Du coup, sa valeur, elle n'est pas non plus je pense qu'il s'imagine valoir plus que ce qu'on lui proposait peut-être Fribourg et d'autres clubs aussi. Et il s'est dit, bon, on botte en touche pendant une année, on réévalue la situation dans 12 mois. J'ai 12 mois, je me mets un petit peu un pied aux fesses pour que ça aille mieux. Bon début de saison prochaine et assez rapidement, Fribourg-Gotteron voudra le signer à long terme ou un autre club. Et je pense que c'est un petit pari pris par Schmidt parce que finalement, dans la carrière d'un sportif, l'argent garanti, c'est ce qui compte. Et là, en prenant qu'une année, il prend qu'une année d'argent garanti également. Exactement. Mais je pense que c'est un pari qui est assez sain. Puis pour Fribourg, il garde quand même un joueur du club à la maison. Et on sait à quel point à Fribourg, c'est important d'avoir ces Fribourgeois pure souche dans l'équipe. Donc, de le perdre pour Gert Tenezern, ça aurait été un mauvais signal, je trouve. Ouf. Oui, je comprends aussi, mais je trouve que c'est tellement... finalement, je reste encore un peu... Enfin, on a l'impression que on coupe pas le cordon. Et j'imaginais que, par exemple, Schmidt parte à Berne, admettons, pas trop loin. Et puis de l'autre côté, tu as peut-être un Bader, finalement, qui connaît aussi une saison un petit peu difficile. Puis finalement, tu ferais presque un échange entre les deux. Mais ça s'est pas fait comme ça. Mais tu le dis très justement, une année, c'est un peu... on regarde. Et Schmidt parie sur lui en disant, si par hasard je fais une super saison, vous allez devoir vraiment payer. Et puis si je fais une saison moyenne, c'est moi qui ai voulu parier sur moi, puis qui finalement est raté. Mais ça me fait penser au joueur Dario Rohrbach, tu sais, qui est finalement resté à Langnau et qui a aussi prolongé pour une année. Donc finalement, on a soit des contrats extrêmement longs, ou en tout cas, on en parle aussi quand on parle de Genève ou d'autres clubs qui ont signé des joueurs, souvent des longs contrats, on a l'habitude des 4-5 ans. On a moins l'habitude de ces transferts pour ces prolongations pour une année, mais c'est typiquement des joueurs qui sont peut-être pas à la valeur d'un Gregory Hoffman, d'un Danis Malgin, d'un Drighetto ou même un Damien Ria, etc., où tu vas te dire non, mais là, nous, on veut s'assurer ces joueurs-là pour longtemps, surtout en plus si jamais il y a un salary cap. Donc, c'est finalement assez logique d'avoir soit une très longue durée, soit une sorte de contrat on va dire, de transition, un peu un pont. Ouais, là, juste d'un point de vue comptable, Schmidt, il part sur une saison à 11 points. Si on extrapole sur 52 matchs qu'il a fait depuis le début de la saison, c'est 19 matchs, 3 buts, une passe décisive. Extrapoler sur une saison, ce serait un total de buts qui est dans la moyenne de ce qu'il a fait depuis son arrivée en National League ou depuis le moment où il a eu un vrai rôle. Par contre, en termes de passes décisives, c'est à des années-lumière de ce qu'il est capable de faire.
Lui a quand même un record de 27 points en carrière. Absolument. 9 buts, 18 passes décisives en 2021-22. Puis là, tu te dis, voilà, il avait fait 16 la première année, 27. Tu te dis, ouais, bah, c'est quoi la suite? En fait, la suite, c'est 23 l'année suivante, 8 buts, 15 passes. C'est tout à fait OK, mais il n'y a pas eu ce step qui a été franchi. Et l'année passée, c'est 16 points, 6 buts, 10 passes. Et tu as une régression de 27, 23, 16. Et là, il part sur du 11 en extrapolé les 19 matchs sur 52. Il y a vraiment un. Je comprends que d'un point de vue Fribourg-Gotteron, tu ne donnes pas plus d'années de contrat à un joueur qui est sur une pente comme celle-ci. Après, tu peux le voir dans l'autre sens. Et tu peux te dire, ouais, mais pourquoi Fribourg ne lui donne pas justement maintenant 3 ans? Mais là, c'est presque une réflexion d'un salary cap en disant, bah, si j'arrive à signer mon Sandro Schmidt à la moitié de sa valeur, bah, ça veut dire que sous l'ère du salary cap, je pourrais mettre plus d'argent ailleurs. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est en fait chaque argent que tu dépenses, bah, en fait, tu n'as aucune répercussion de signer quelqu'un bon marché, de prendre ce risque-là, on va dire, à long terme. Fribourg n'a pas d'intérêt, disons. Et je comprends des deux côtés. Et en même temps, c'est quand même pas un signal qui est fou pour le joueur et la confiance que Fribourg a en lui. En même temps, j'ai trouvé ça rigolo dans la Liberté. Il disait que c'est Roger Runberg qui l'a convaincu de signer, que le projet, ceci, cela. Puis à la fin, il signe une année. Donc je me dis quand même, ça reste assez rigolo, on va dire, les discours de la prolongation. En fait, si tu as tellement convaincu Roger Runberg, pourquoi tu signes qu'une année aussi finalement? Mais comme on l'a expliqué, c'était peut-être la discussion, enfin, ou le terrain d'entente qui satisfaisait tout le monde. Alors, c'est bien que tu parles de Runberg parce que j'aimerais juste revenir sur un truc. Avant, la question de Gabriel Varela, je la lis, mais on y a répondu. Bonsoir tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de vos émissions. C'est toujours un plaisir de vous écouter parler des clubs romans. J'adore vous entendre parler de mon club et des autres, même s'il y a une rivalité. J'aurais aimé savoir votre point de vue sur la prolongation de Sandro Schmidt, car un an me paraît peu, surtout lorsque ces derniers temps on constate énormément de prolongation de contrats sur plusieurs années, décennies, siècles. Est-ce que, à l'heure où l'on se parle, c'est Fribourg qui a un doute sur le niveau du joueur ou est-ce Schmidt qui doute sur la viabilité du projet fribourgeois? Je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente continuation de saison. Voilà, on a répondu. Merci Gabriel. Runberg, il y a juste un truc et j'ai trouvé que c'était extrêmement... Alors, d'un point de vue journalistique, je comprends totalement le truc de ta collègue Nicole Vandenbroek qui met, et le titre aussi, de dire « Je sais déjà où aller fêter le titre avec Fribourg ». En termes de communication, cette sortie-là, je me dis « Non, ça tu fais pas. » Mais peu importe, c'est pas du tout parce que c'est Fribourg-Gotteron. Ce serait un entraîneur d'un club, même pas en Suisse, je dirais juste « Quoi ?» Même s'il débarquait à Zurich, je trouverais ça... Il y a une certaine arrogance, tu sais. Ou alors, mais je me disais, mais non, tu dois pas faire ça. Bah, en gros, si tu débarques à Davos ou à Zurich, s'il dit ça, tu dis, bah, en fait, ouais, où on a fêté les 15 derniers titres, enfin, au même endroit. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder avec ton Google Maps? Le problème, c'est qu'à Fribourg, bah, les titres, il n'y a pas eu grand-chose à fêter. Donc, ouais, disons... Alors, je critique surtout pas le travail de ma collègue. Ah non, c'est pas ça. Hein. Il y a beaucoup... C'est surtout un article qui a beaucoup fait parler parce qu'elle l'a rencontré, elle a fait un super article. C'est clair que le titre est très vendeur. Maintenant, je pense que c'est assez maladroit. En gros, là, c'est à double tranchant. En disant un truc pareil, à chaque fois que Fribourg va perdre un match, on va dire « Ah, machin, il va aller gagner le titre. Ben, comment déjà aller gagner à Langnau un vendredi soir ?» Puis à l'inverse, s'il gagne, ben, en fait, on imprimera l'article et puis on le prendra en photo devant la cathédrale. Pour l'instant, à choisir, je pense que c'est pas ce sur quoi je mettrais mon argent, on va dire ça comme ça. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Et hop, on parle des paris sportifs. On a fait une petite pause, mais en même temps, on n'avait pas parié sur l'équipe de Suisse, contrairement aux pécalistes où personne n'avait raison sur le match de la Suède. Avec une victoire, alors ça aurait fait match nul, hein, mais une victoire après le temps réglementaire, pour une fois qu'ils battent la Suède. Mais là, on revient à notre championnat de Suisse avec les matchs du vendredi. Je crois que les cotes sont déjà tombées. Oui, la dernière fois, on s'était trompé. Enfin, moi, je m'étais trompé en pensant que Berne, en me disant Berne, c'est quand même une bien jolie équipe. Je vois pas Lausanne aller forcément gagner là-bas. Allez, je pars sur un match nul. Alors, Berne est une bien jolie équipe. Je pense que ça s'était confirmé ce soir-là. Lausanne n'a pas gagné là-bas. Ça s'était confirmé aussi. Mais par contre, qu'ils allaient se prendre une 6-7-2, j'avais pas vu ça comme ça. Non. Donc, mon pari était perdant. Le tien, je me souviens honnêtement plus. Est-ce que tu as en tête ce que tu avais pris? Alors, comme ça, non.
Alors, je dirais que normalement, je dois l'avoir perdu. Hein. Je vais juste... Avec Bienne, si mon mémoire est bonne. Ah, Bienne. Tu te rappelles contre qui ça m'a l'air exact. C'était contre Ambry. Et puis, Voilà. il me semble que ça avait pas passé. Victoire de Bienne à Ambry à 1. Victoire de Bienne à la maison contre Ambry à 1,95. Et si ma mémoire est bonne, oui, le match est parti prolongation. Exactement, c'est offert à la 65e. Donc, il aurait fallu mettre match nul. Donc, dommage. Et cette semaine, on a 6 matchs vendredi. Et les codes sont déjà sortis au moment où on enregistre. Et pourtant, il y a des matchs mercredi soir, un match jeudi soir, et puis 6 matchs vendredi. C'est un peu perturbé avec la Champions League, il faut replacer des matchs, etc. Bref. Fribourg-Berne. Vas-y. Fribourg-Berne, Cloton-Ajoie, Lugano-Bienne, Langnau-Rapi, Zurich-Davos, Zug-Lausanne. Pas simple, je trouve. Hein. Tu peux le dire, ouais. Cloton-Ajoie, on pourrait se dire, ah bah tiens, Cloton, c'est pas, ils sont très bien, enfin ils sont bien placés, ils connaissent une bonne saison, mais Ajoie avec Julien Vauclair, c'est bien repris. Là, ce sera la première de Greg Ireland. Je serais pas à dire ouais, ça va être très facile pour Cloton. Il y aura Belmar, enfin. Il y a trop de paramètres pour que je me dise pari facile, on va dire. Non, je suis d'accord avec toi. Et Cloton est à 1,65, le match est à 4,20 et la victoire d'Ajoie est à 3,75. Dans l'absolu, si je dois juste réfléchir en termes de valeur, moi, Ajoie à 3,75 me plaît plus que Cloton, disons. Exact, pareil. Zug-Lausanne a quand même 2-3 absents. Zug, pour moi, c'est une équipe qui est super forte, et pas que pour moi, c'est juste un fait. Je pense que les classements leur rend pas hommage. J'en parlerai dans ma newsletter de jeudi matin, qui sera dans la boîte aux lettres de ceux qui sont abonnés à 7h pile, si je ne me trompe pas dans la programmation. 2-0-0, Zug. Lausanne à 2,75 et le match nul à 4,05. Je peux imaginer Zug gagner à la maison et une victoire à 2-1 de Zug à la maison. Je trouve ça assez bien. Ça veut dire que je ne fais pas confiance à Lausanne. J'ai peur de parier contre Lausanne, je dois bien t'avouer. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait... Je voyais bien Berne, mais j'ai pas eu tellement peur. Mais je respecte beaucoup Lausanne et c'est pour ça que j'étais parti sur un match nul la dernière fois en me disant Lausanne ne va pas les gagner, mais ne va pas les perdre. Et bah voilà, ça arrive de temps en temps de passer à travers. Mais Zug à la maison contre Lausanne m'intéresse. Surtout Berne à l'extérieur, c'est une très très bonne équipe. Berne est à 2,70, Fribourg à la maison est à 2,10. Ça peut aussi m'intéresser, Berne. Ouais, mais je disais Lausanne, faut pas oublier un aspect, c'est qu'ils auront joué jeudi soir contre Zurich. Donc déjà un gros match, et tu joues le lendemain. Et ils auront joué mardi en Ligue des Champions, jeudi contre Zurich et le 3e match en 4 jours. Merci de me donner un argument supplémentaire pour partir sur Zug. Effectivement, 3 matchs en 4 jours. En général, le 3e, le 4, il y a un des 3 soirs qui est beaucoup plus compliqué que les autres, surtout avec un Lausanne, avec un effectif un peu réduit. Je pense que Zug sera mon pari vendredi soir. Ça me semble pas mal, effectivement. Sinon, Lugano-Bienne. Lugano, c'est tellement le chenille en ce moment. Bienne, on a appris qu'il y avait des blessés et tout. Vraiment difficile d'avoir un avis très tranché. Et c'est vrai qu'en t'entendant et en faisant un peu le calendrier lausannois, je me dis que un match nul de Lausanne à Zug pour Lausanne serait déjà pas mal. Parce que, est-ce que Giannoni sera de retour? C'est peut-être aussi une possibilité, parce qu'il est quand même proche d'un retour, là. Il me semble que on doit pas être bien loin, non? Absolument, et ça va être un facteur qui va être décisif dans le fait que Zug va revenir très rapidement au sommet du classement. Je pense qu'actuellement, ils ont un peu payé cher la blessure de Giannoni, et ça devrait assez rapidement les aider à gagner 2-3 points qu'ils ont égarés ça et là à cause ou par la présence de Tim Wolf dans le filet. Sinon, en vitesse, Langnau-Rapperswil, Langnau à 2,35, Rapperswil également. Donc là, c'est vraiment lancer la pièce en l'air et vous regardez ce qui se passe. Lugano-Bienne 2,05 pour Lugano-Bienne 2,70, tout le temps dans le temps réglementaire. Et Zurich est grand favori contre Davos 1,80 et 3,30. Davos qui vient de prolonger Jay Sheldon, c'est une jolie équipe Davos.
je pourrais aller sur ce match-là et jouer les buts parce que c'est deux équipes qui ont un vrai potentiel offensif, mais en même temps, c'est deux équipes avec d'excellents gardiens. Donc là, je me contredis directement, mais pas évident. Et puis, voilà, comme d'habitude. Mardi, ouais, mais attends, oui. Parce que mardi, Zurich va à Straubing, jeudi, Zurich va à Lausanne, et vendredi, Zurich reçoit Davos. Donc là aussi, 3 matchs en 4 jours. Même si c'est un super effectif, je pourrais me dire, pourquoi pas Davos? Ouais, c'est pas bête. Ben, ce serait peut-être sur nos réseaux sociaux vendredi la surprise de Jean-Fred qui joue Davos. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à Ajoie, qui, on le disait dans la partie prono, va pas mal finalement avec Julien Vauclair, à tel point qu'on se dit, mais j'ai l'impression que c'est un truc récurrent. On se dit, mais il veut pas rester sur le banc et puis continuer à faire 2-3 coups de fil. Mais finalement, quand il est sur le banc, il se passe des choses plutôt positives du côté d'Ajoie. Mais là aussi, pas qu'un peu. Ouais. Et puis, 3 victoires en 4 matchs pour Ajoie. Hein. Et puis, ouais, assez pas simplement des victoires chanceuses. Enfin, il y a vraiment, on sent quelque chose. On se dit que finalement, l'équipe, l'effectif, tout ce qui a été mis en place, tous les joueurs qui ont été pris, les étrangers et tout, dire, ah ouais, finalement, ils tournent pas si mal que ça. Pendant ce temps, Volven, lui, alors il a en plus retrouvé du boulot à Holton, donc il n'est pas resté sur le carreau trop longtemps. Et Ireland, c'est un coach que Julien Vauclair connaît. Attends. Tu vas un peu trop vite en besogne. Parlons déjà des derniers matchs. 3 victoires en 4 matchs pour Ajoie, c'est dans ces conditions-là qu'il change de coach. Victoire contre Langnau 2-0, victoire contre Rapperswil 4-2, il y a une défaite à la maison contre Bienne et une victoire à Lausanne. Ça, c'est les 4 derniers matchs de Lausanne. Et si tu regardes les 5 derniers matchs, Ajoie est la 6e meilleure équipe de la Ligue en termes de expected goals à 5 contre 5. Avec 54% d'expected goals. Ça veut dire que plus de la moitié des chances de but lors des matchs du HC Ajoie sont en faveur du HC Ajoie. Si on regarde depuis le début de saison, donc là c'est 54%, depuis le début de saison, Ajoie est la pire équipe de la Ligue avec 40%. Donc, il y a une progression qui est énorme sur les 5 derniers matchs. Alors c'est un échantillon qui est assez faible, on est bien d'accord, mais ça reste quand même ultra positif. C'est 2,11 expected goals par 60 minutes depuis le début de saison en faveur du HCA et c'est 2,95 sur les 5 derniers matchs. C'est dingue. Donc là, c'est aussi une progression énorme. Expected goals against, donc contre le HCA, c'est 2,48 par 60 minutes les 5 derniers matchs et depuis le début de saison, c'est 3,04. Donc en fait, c'est drastique le changement du HCA en 5 matchs. C'est quand même intéressant à noter, je trouve, d'avoir justement réussi à tourner la barque à ce niveau-là, parce que je ne sais pas si c'est un coup de génie de Julien Vauclair, mais on n'en est pas loin quand même. Alors absolument, on a l'impression que les joueurs qu'on avait identifiés en début de saison, on se dit, mais ça, regarde, ils sont quand même pas mal. Puis finalement, sous Volven, c'était plus compliqué. On a l'impression que de nouveau, là, ils sont au niveau auquel on les attendait. Et... Absolument. Pour Kulainen, 18 points en 18 matchs, 6 buts, 12 passes décisives. C'est quand même bien solide. Là, on peut quand même se poser une question. C'est le départ de Oula Palvé pour 1 mois à Genève. On en a déjà parlé un petit peu, mais vite fait du côté de Genève. Mais parlons-en plutôt ici. Surprenant quand même, non? C'est Ajoie qui aide son rival direct, Genève Servette. Ouais, c'est... J'exagère. Non, mais j'étais étonné de voir comment... En Suisse, on n'est pas étonné de voir des échanges entre clubs. Je pense qu'en NHL, il devrait être là. Quoi? Il le prête pendant 1 mois, mais qu'est-ce que cette histoire? En Suisse, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est quand même pas top, ça se fait, c'est presque dans les mœurs, on va dire. Ajoie peut se dire aussi, bon, chez nous, c'est un peu plus pénible, mais s'il peut aller se refaire une confiance du côté de Genève, qui est quand même l'annexe finlandaise entre Vatanen, Artikainen, Maninen et Granlund, Ranta, t'es là, ouais, c'est tout bénef. Il entre dans un vestiaire qui est de toute façon
où il est clairement pas la star. Il y en a d'autres qui passent avant lui. Il va être dans un environnement quand même plutôt positif, même si on disait Genève doit aussi gagner des matchs. Si ça se passe bien, finalement, Ajoie peut récupérer potentiellement s'il revient, hein, vu que comme tu dis c'est 1 mois, peut récupérer un joueur plus en confiance. Si tu n'avais pas tellement l'ambition de l'utiliser en disant nous on a pris Bellemare, on a plutôt envie de partir avec lui pendant quelques matchs pour voir si dans l'esprit du directoire c'est clair que Palvé allait être surnuméraire, si tu peux tirer quelque chose de ça, je peux totalement comprendre cet échange ou en tout cas ce prêt. Absolument, surtout comme tu l'as dit, il y a Bellemare, je te propose qu'on en parle dans 2 petites secondes. Je voulais juste encore mettre en avant Phil Michael DeVos sur les 4 derniers matchs. En fait, chaque fois qu'il met un point, c'est victoire pour Ajoie. Et là, le seul soir où il n'a pas mis de points, c'est défaite, forcément, c'est à 0, donc il n'a pas marqué de points. Mais sur les 4 derniers matchs, il a 4 points, 3 points et 1 point. Il a 3 buts et 5 passes décisives en 4 matchs. Donc c'est sacrément solide de la part de Phil Michael DeVos. Qui a, justement, on a parlé de Turkulainen, mais je pense il est bien de le mettre aussi en avant, lui aussi. La paire DeVos-Hazen qui joue avec Turkulainen, justement, ils se sont bien trouvés. Le départ de Palvé, qui était centre numéro 2, on peut tout à fait imaginer que sur la 2e ligne, il y aura un Bellemare qui va venir jouer. Et justement, du coup, c'est le gros transfert du HCA de ces 2 dernières semaines, avec l'arrivée de Pierre-Édouard Bellemare. Toi qui suis plus la NHL que moi, même si, évidemment, j'ai bien fait mes devoirs et je le connais aussi parce qu'on le voit au championnat du monde très régulièrement. Et puis même si je suis moins la NHL que toi, je suis quand même... Toi, t'as été surpris de voir cette annonce? Le fait qu'un joueur français vienne en Suisse, non, mais 39 ans quand même, t'es là, ok. Puis surtout, il a l'ambition d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques de 2026. Donc on est 39 ans en 2024, il n'y a pas besoin de compter, d'être très, très fort en maths pour se dire que ça peut l'emmener jusqu'à 41 ans. Ok, c'est un joueur qui s'est quand même plutôt révélé en NHL sur le tard, on va dire que... Il me fait un peu penser à, dans toute proportion gardée, mais à un Mark Streit qui aussi, à un moment, est revenu en Suisse, ça n'avait pas marché, puis d'un coup il est parti, puis là ça a cliqué. Puis là on s'est dit, ah ouais non mais il est bon lui. Et puis, alors Streit c'était encore un autre, je pense, animal, mais Bellemare c'est un attaquant qui est capable de jouer avec intensité, qui, je pense, tu lui donnes des responsabilités défensives, il est totalement OK avec ça, il va faire totalement le job, voir comment ça se traduit après en Suisse, puisque finalement, t'es bien content qu'il ait des aptitudes défensives, c'est évident, mais en même temps, on sait quel est l'impact des joueurs étrangers en Suisse, on veut aussi qu'ils produisent. Alors, c'est quelqu'un qui, en NHL, était, je crois que son record, ça va être quelque chose comme 22 points, ou ce qui est vraiment pas mal du tout. Mais on attendra quelque chose d'autre de lui, surtout dans un club comme Ajoie, qui se repose beaucoup sur ses étrangers. Tu as mentionné DeVos, forcément on a mentionné Turkulainen, Hazen et compagnie, Onka, on a vu qu'il était bon. Donc ouais, on va compter sur lui pour quand même produire quelque chose. Et c'est à voir s'il va être capable de faire ça, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui a une éthique de travail assez folle pour de toute façon être encore en fit à 39 ans. C'est quelqu'un qui doit faire toutes les choses justes. Il était en try-out du côté de Colorado, donc même là, si Colorado se dit il avait déjà fait un passage chez eux, il a joué dans des bonnes équipes de NHL aussi, donc non, je pense que il a la bonne expérience, il doit avoir certainement la bonne attitude. Tu l'as eu en interview aussi, donc tu dois pouvoir corroborer ses dires en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui, justement, tu parles d'attitude. C'est quelqu'un qui a été dans des équipes qui gagnent. Et lui se voyait bien avoir ce nouveau défi justement de tenter de revenir un peu aux bases. Dans le sens, quand lui il joue en Suède à Skellefteå, il a des saisons à près de 20 buts. Il a une saison à 20 buts, la dernière avant de partir, et il en a une autre à 19 buts. C'est pas un peintre offensivement, vraiment pas. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Nord, il a beaucoup eu un rôle de soutien, de joueur dont tu as besoin pour faire des runs en play-off. Et Tampa en 21-22 le fait jouer 23 matchs. Alors tu diras, il a que 3 points, certes, mais il a joué une finale de Stanley quand même.
Et dans cette finale, il a des minutes de glace entre 11 et 15, sauf un match à 9,50. Mais globalement, il a sa douzaine de minutes de glace par match sur une finale de Coupe Stanley. Et on ne parle pas de 2008. C'était il y a 3 ans. Donc, c'est pas non plus si vieux. Et comme tu le dis, c'est un joueur qui veut continuer de jouer, qui cherchait un défi en Europe. C'est clairement surprenant qu'Ajoie ait obtenu ses services, mais ça va être une belle attraction justement pour le HCA, pour la suite. Et finalement, je me mets aussi un peu à la place des supporters du HCA. Quand tu dis, là, il reste une pellée de matchs à jouer avant le barrage, parce que c'est ce qui nous attend probablement, au moins, il y a quelque chose à aller voir. Il y a une attraction, il y a un peu un petit côté grisant à son arrivée du côté du HCA, je trouve. Ouais, puis qui sait, on parle de barrage, mais comme tu disais, si... Alors, c'est pas soutenable, je pense, une équipe, l'échantillon de 6e meilleure équipe en termes d'expected et tout, ça va les rattraper aussi. Tu peux pas changer comme ça, simplement en quelques... de tout tourner puis que tout aille bien. Il y a quand même trop de lacunes à bout d'un moment. Mais qui sait? Peut-être que si tout d'un coup, il y a un club qui connaît vraiment une chute pas possible, est-ce qu'un Cloton, est-ce qu'un Langnau, tout d'un coup, se font rattraper par quelque chose? On n'en sait rien. Et c'est pas forcément... c'est pas souhaitable, et puis c'est pas forcément... comment dire, clair qu'il va se passer ça, surtout que Cloton par exemple a prolongé son nouvel entraîneur finlandais, j'ai envie de dire Mari Merki, un truc comme ça. J'ai de la peine à me c'est un de ceux où j'ai de la peine à me souvenir exactement du nom facilement. Maria Meki, ouais. Ils sont satisfaits de son travail puisqu'il le prolonge là maintenant, donc je les vois bien quand même aller de l'avant, mais qui sait ce qui peut se passer. Peut-être que Ajoie peut se retrouver à ne pas disputer le play-out, mais c'est... Je dis aux Ajulots qui nous écoutent, mettez sous silence Jean-Fred les 30 dernières secondes, ça n'arrivera pas. Toi, t'as envie d'être négatif, qu'est-ce que tu veux? Non, alors je prendrais une paire propre, mais je pourrais manger mes chaussettes, quoi. Ça arrive. Il faut rester sérieux 2 secondes. Ajoie actuellement à 9 points de retard sur Genève, qui est la première équipe qui ne va pas jouer le barrage. Donc, non, je pense que ça n'arrivera pas. Par contre, continuer sur le bon train, ça, je pense qu'on peut y croire. Et finissons la partie Ajoulotte avec ça. Nouveau coach quand même, Greg Ireland, qui est un petit farceur parce qu'il était development coach de l'équipe d'Irlande. Et je trouve ça super comme blague, mais au-delà de la blague, il l'a vraiment fait. C'était pas juste une soirée où il s'est dit tiens, si je devenais coach de l'Irlande. Non, Monsieur Ireland devient coach de l'Irlande, c'est bien. Mais là, du coup, il revient dans un club de pas une sélection, à Ajoie. Il remplace Julien Vauclair qui était son joueur quand il était coach à Lugano entre 2016 et 2019. Là, il a joué les pompiers 2 fois. Une fois en 2010-2011, il était venu faire une opération commando. Il est revenu en 2016, nouvelle opération commando. Les 2 fois, ça s'est assez bien passé. C'est ça qui a, je crois, convaincu Julien Vauclair de lui faire confiance en disant c'est un de ces pompiers qui est capable de venir en cours de saison de changer bien des choses en un temps record. Ouais, surtout qu'en plus... Julien Vauclair a déjà changé 2-3 choses dans la façon de faire, simplement aussi la construction de l'équipe. Donc je pense qu'il lui donne pas une voiture qui a besoin d'être révisée, quoi. Il a fait les premiers trucs, puis après il lui dit maintenant vas-y. Il lui donne quelque chose qui tient plutôt la route. Donc c'est assez intéressant pour lui. Et en 2018, Ireland avait perdu le championnat. On en a parlé, cette finale de 2018, on parlait de Lindenve qui était dans les rangs zurichois, c'était contre Lugano, justement. Exactement. Il amène Lugano à une finale. C'est un coach qui a 59 ans, qui a une expérience longue comme le bras. C'est un peu un coach old school qui est assez exigeant. Et visiblement, ça a convaincu Julien Vauclair que c'était la bonne personne. Je dois avouer que je n'ai pas plus d'avis que ça. Je fais confiance à quelqu'un qui l'a eu comme coach lui-même pour le nommer comme le coach de son équipe. Et accessoirement, au bout d'un moment, Julien Vauclair, il faudra aussi pas trop qu'il se plante, parce que
Il y a eu le cas Péchan, il s'est planté, il l'a viré très rapidement. Là, il y a eu le cas Volvend, ça s'est pas bien passé. Maintenant, c'est son 3e coach, finalement, qui met lui-même en place. Il faudrait que ça clique à un moment et qu'il n'y ait pas besoin de le remplacer à nouveau, parce que le coup de Julien Leclerc qui revient derrière le banc une 4e fois, ça va aller, quoi. Voilà le dernier club dont on va parler aujourd'hui, Bienne. Bienne qui remonte pas mal, on l'avait déjà thématisé. Ils reviennent bien après un début compliqué, mais alors par contre, à Bienne, ce qui est pas marrant, c'est qu'on a l'impression que chaque fois, il y a de nouveau un blessé de plus. Il y a eu Gaël Christ, je crois qu'il va pouvoir revenir. C'est celui qui avait été chargé par Valzer. Et puis, on a maintenant Grossman qui a une commotion cérébrale. Haas toujours touché. Löw toujours touché. C'est pas simple à composer pour le coach là-bas. Non, effectivement. Et c'est d'autant plus impressionnant que les points sont quand même en banque malgré tout. Et surtout, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais malgré le fait que les statistiques sont absolument abyssales pour Bienne, c'est un miracle qu'ils arrivent à avoir autant de points, parce qu'actuellement, les points sont là. C'est 32 points en 19 matchs. Sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires. 6 en temps réglementaire, 2 après les 60 minutes. Mais ils font leurs points. Et pourtant, depuis le début de saison, Bienne est l'avant-dernière équipe en termes d'expected goals avec 42%. Il y a juste Ajoa qui fait un petit peu moins. Et, sur les 5 derniers matchs, c'est un peu moins mauvais, mais c'est que 46% quand même. Bienne peut compter par contre sur un Harry Sateri qui est extraordinaire. Et ça rend vraiment de bons services à Bienne, parce que si on regarde dans l'absolu, offensivement, c'est pas simple. Défensivement, c'est pas simple. Il y a le box-play qui tient très bien la route. Et ça, c'est une des grandes forces du HC Bienne. Mais par contre, c'est un peu au forceps les points actuellement, j'ai l'impression. 43-39 comme goal average. Quand t'es 4e, un +4. Normalement, on va dire que t'es un petit peu plus... En général, t'es un petit peu plus haut. On voit que, par exemple, ne serait-ce que Berne, qui est 5e, à +10, et Zug à qu'est-ce qu'on va dire, +16 à la 6e place. Donc, 43 buts marqués. Là aussi, Zug 64, Berne 59. En dessous des 55 par rapport à tous les autres clubs qui sont autour. C'est plus difficile, mais les chiffres ne montent pas. Tu l'as dit avec le nombre de victoires. Ils sont là. Alors peut-être que c'est des victoires avec peu d'écart, peu de buts, des scores, pas des scores de foot, mais voilà. C'est quand même un fait. Bien avance quand même. Absolument. Si tu regardes le dernier match, c'est l'exemple parfait. Tu parles de score de foot. Victoire 1-0 à Genève, but de Yannick Stempfli à 32 secondes de la fin du match. Que dire de plus qu'ils sont allés là-bas, ils ont fait en sorte de faire le dos rond un bon bout du match pour finalement trouver un moyen de s'imposer quand même. Et c'est assez impressionnant de voir ce que fait Finlander avec cette équipe. C'est bien structuré quand même si offensivement on s'amuse pas trop, mais en tout cas c'est une équipe qui est structurée, c'est l'équipe qui est bien en place. Et comme je le disais avant, là, un Sateri qui est bon. Si tu regardes de nouveau ce match contre Genève, pour prendre le dernier exemple en date, c'est 2,5 expected goals à 2,2 en faveur de Genève, et score c'est 0,1. Donc même en n'étant pas efficace et en sous-performant par rapport à son propre nombre de buts escomptés, Bienne a eu une chance de gagner grâce à Harry Sateri. Et c'est vraiment impressionnant les points gagnés maintenant. Et je me dis, c'est quand même hyper positif, parce que quand tu auras un line-up un peu plus complet que ce qu'on peut avoir en ce moment, ça veut déjà, ça devrait aussi bonifier un HC Bienne qui va en plus être libéré de se dire, on a quand même déjà fait nos points malgré tout. Et moi, je suis négatif sur ce que je vois en termes de statistiques. Par contre, si tu regardes l'état des lieux aujourd'hui et les circonstances, je me dis ils s'en sont bien sortis.
Et en rayon des petites news, depuis le dernier épisode, et on en a quelques-unes, on a tout d'abord Lieki Traischle. Alors lui, il est passé furtivement au stade de glace, à la Tissot Arena. Il a été prêté définitivement à Lugano, donc on ne va pas le revoir du côté de Bienne à l'avenir. Il était déjà prêté là-bas. Il y a la prolongation de Yannick Buren, défenseur qui tient bien la route et qui était en fin de contrat au terme de l'exercice actuel. Donc lui, il a prolongé jusqu'en 2028 avec le HC Bienne. Et vu qu'on parle des défenseurs, il y a un départ par contre, c'est celui de Noah Delémont, qui est le jeune du coin. Et on en parlait juste avant, ou pas juste avant, on en parlait un peu plus tôt dans l'épisode avec Sandro Schmidt, de laisser partir un joueur du cru. Ça fait toujours un peu un pincement au cœur, j'imagine, pour les dirigeants. Et là, quand on voit un joueur comme Noah Delémont qui a signé à Cloton pour 2 saisons, à partir de la saison prochaine. Donc. Mais là, on parle aussi d'un jeune qui vient du club, qui est un pur produit de la relève du HC Bienne, qui est parti une année en Ligue junior québécoise, mais qui est revenu en 2020. Il a fait ses premiers pas dans la première équipe. Il est devenu international à Bienne. Il a quelques matchs internationaux en 2022-2023. Et voilà, il y a eu une saison difficile l'année dernière avec un coach qui ne lui faisait pas confiance et vice-versa, j'ai l'impression. Ça s'est terminé par une grave blessure. On se rappelle, là, quand il avait été placé à l'aile, il s'est fait la jambe contre la bande. Et maintenant, il est gentiment de retour, mais même depuis son retour, on l'a vu. Le match à Genève, remporté par Bienne, justement, c'est Niklas Blessing, un des jeunes joueurs des juniors biennois, qui a joué dans le top 6, tandis que Noah Delémont était cantonné à un rôle de 7e défenseur. Il n'a que 6 minutes 55 de jeu à Genève. Absolument. Blessing en a 14. Et moi, je me dis que, et il le dit lui-même d'ailleurs dans le journal du Jura, il dit que ça lui a fait un petit peu mal. Il ne dit pas à l'ego, mais c'est quand même un peu ça qui s'est passé. Ça lui a fait mal de voir ça et que c'est aussi, je pense, un des déclencheurs de son départ durant cette pause internationale. Tu dis Blessing, qui est effectivement, alors si on doit révéler un secret je fais les guillemets avec les doigts, c'est qu'on doit intégrer les joueurs à Hockey Manager. Alors tout d'un coup, à Zug, t'es chaque fois, attends, il y a qui maintenant? Il y a Misha Geiser, il y a Ludwig Johnson, il y a qui? Il y en avait, chaque match, il y en avait un nouveau. Blessing, ça fait un petit moment aussi qu'on a pu l'intégrer et que finalement, on voit que c'est pas juste pour faire le nombre, il joue. Il y avait Gaël Christ, qui était blessé et qui normalement va revenir, qui est aussi un jeune. Luca Christen, c'est un peu différent, il est déjà de 98. Mais à un moment, tu peux pas avoir tout le monde et on a l'impression que Philander, c'est pas un fan des 7 défenseurs. J'ai l'impression qu'il aime plutôt avoir un solide top 6 et puis un qui peut utiliser, mais il a souvent joué avec 6 défenseurs, alors qu'il me semblait qu'il aurait peut-être pu justement faire monter un Blessing avant, mais on a l'impression qu'ils ont décidé de le mettre qu'à un certain moment, genre cette fois tu es prêt, on peut t'utiliser. Et ils peuvent pas mettre que des jeunes, donc c'est déjà à part ça relativement impressionnant de se dire que s'il y a Chris qui revient et que Blessing est toujours là, on verra aussi si le temps de glace est toujours de qualité pour ces jeunes. Mais avec la potentielle blessure de Grossman, avec Löw qui est peut-être je sais pas si Bienne va chercher un nouvel étranger, mais on n'a pas tellement lu quelque chose comme quoi Steinegger était très 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 actif sur le marché. Ça veut dire peut-être qu'ils vont faire avec ce qu'ils ont. Et à ce moment-là, donner du temps de glace à ces jeunes-là, ce serait finalement tout bénéfice, puisque on sait qu'en ce moment, la formation des joueurs suisses est des fois un peu pointée du doigt, surtout quand on a des matchs de sélection nationale où on dit puis on prend souvent l'exemple de la Suède, oui, mais regardez la Suède, ils sont tellement en avance, ils octroient tellement de glace aux jeunes. Et puis j'avais d'ailleurs traduit un article d'un de mes collègues alémaniques qui parlait avec, je crois que c'est avec Patrick Fischer, qui disait oui mais regardez en
en Suède, ils ont tellement à l'époque même des jeunes, enfin des tout jeunes sur la glace, ils ont déjà peut-être 5 coachs. Et ils disaient que c'était là qu'il fallait faire l'effort, c'est de faire d'avoir beaucoup plus de coachs pro pour les petits, pour pouvoir mieux les encadrer, et ensuite finalement ça faisait un effet boule de neige. Ouais, juste pour revenir 2 secondes sur Yannick Buren, ça doit être un des défenseurs, peut-être pas les moins flashy de National League, mais peut-être de ceux dont on parle le moins. Ouais. Mais mine de rien, ça reste quand même un défenseur qui joue ses 18 minutes par glace, il joue 1 minute 30 en box-play par soirée. C'est un des défenseurs en qui Philander a confiance, c'est un de ceux qui joue le plus, qui commence le plus de shifts en zone défensive. Ce qui est quand même une valeur assez intéressante, c'est que au moment où il faut engager à côté de ton gardien, tu mettras plutôt tes défenseurs en qui tu as le plus confiance. Et Buren en fait partie. Offensivement, c'est pas un génie, mais en même temps, dans une équipe, t'as pas besoin d'avoir 6 génies offensifs. Par contre, d'avoir un gars qui est capable de jouer ses 16 à 20 minutes tous les soirs, et tu sais que tu peux compter dessus, il va pas te faire de bêtises, il va jouer simple, il va prendre très peu de pénalités. Et mine de rien, à 27 ans, il a ses meilleures années devant lui. Donc, je trouve que c'est une assez belle signature, je dois bien dire. Et si on peut regarder justement le contingent de Bienne et les joueurs en fin de contrat, tu te retrouves avec pas mal d'attaquants en fin de contrat. Hoffner, Brunner, Christen, qui est un défenseur du coup en l'occurrence, mais qui joue aussi devant, Kunti, Schlepfer, et après tu as un Tanner et Yakovenko, et un Stempfli aussi. Et ça, c'est les joueurs qui sont en fin de contrat. Donc, il y a encore du travail pour Martin Steinegger, mais de signer un joueur comme Yannick Buren, je pense que c'était assez important, parce que je peux imaginer, même si ce n'était pas des enchères de fou, j'imagine pour lui, je peux imaginer qu'il avait dû recevoir 2 ou 3 coups de fil. Je me rappelle aussi un truc que tu disais, des fois, simplement, le fait d'être en National League, d'avoir que 2 clubs, ne serait-ce que 2 clubs sur 14 qui s'intéressent à toi, finalement, tu peux presque faire déjà monter les enchères. C'est mécanique, finalement, entre ton club qui veut te garder. En fait, quand tu sais ce que tu as, tu gardes cette personne. C'est comme tu dis, c'est pas flashy. J'essaie de réfléchir s'il y a un autre joueur comme ça. Je dirais que, alors peut-être que tu seras pas d'accord avec moi et c'est pas grave, mais un Livio Stadler, il me semble qu'il a aussi prolongé tout dernièrement là avec Zug. Ça fait partie de ces joueurs sortis par Zug qui ils sont, je sais pas si on peut dire, ils sont pas aux portes de l'équipe nationale. Justement, t'as l'impression qu'il y en a quand même d'autres qui passent avant, mais ils sont là. Tu peux compter sur eux. Tu sais que dans l'équipe de Zug, Livio Stadler, ça fait sens un peu. Il peut faire le nombre. Si jamais il y a un blessé, il est là. J'imagine un peu ce type de joueur-là où si il n'est pas dans l'équipe que tu soutiens, t'es là, mais vraiment, on est sûr. Stadler, ouais, c'est un assez joli exemple parce que c'est aussi un de ces défenseurs que tu vas pas trop voir à la fin d'un match. Puis tu regarderas quand même la feuille puis tu diras, mais il a quand même joué 16 minutes ce soir. Donc oui, effectivement. Mais maintenant, du coup, pour Bienne, tu peux te poser la question ce qui va se passer avec les autres défenseurs. Donc on disait Stempfli, Yakovenko. Vu que Lemon est parti, j'imagine que Stempfli va rester. À mon avis, ça devait probablement être l'un ou l'autre. Et est-ce que tu re-signes un Yakovenko ou un joueur de ce genre-là? Est-ce que tu cherches sur le marché suisse l'équivalent? Mais il n'y a pas vraiment, à part à la limite un Alatalo. Je parlais avec un fan du HCBN qui m'a lâché ce nom, mais sans dire il faut qu'on signe Alatalo. Il disait c'est un peu le seul nom qui peut exister, qui pourrait rendre le rôle de Yakovenko peut-être superflu et donc pouvoir engager peut-être des étrangers devant. Ouais. Mais c'est vrai qu'à part ça, le marché étant ce qu'il est actuellement, je pense que cette signature, déjà, elle est bien. Et à mon avis, effectivement, on pourrait se diriger vers une prolongation de Stempfli et ou de Yakovenko. Et superflu. Alatalo, il est de 1990, donc 34 ans. Ok, si tout va bien et qu'il prend soin de son corps et tout, il peut encore aller un petit bout. Mais disons que Yakovenko, on en avait déjà parlé les deux. C'est peut-être un joueur pas de la même manière qu'un Virtanen, mais où on a des fois tendance un peu à oublier à quel point il est bon. Il est moins flashy que
ont pu l'être un Vatanen, peut-être même un Sami Nikou ou d'autres joueurs, d'autres défenseurs étrangers. Puis après, tu regardes un peu l'impact dans le jeu, tu regardes les statistiques avancées et tu te dis ah ouais, mais quand même, en fait, c'est vrai qu'il est bon. Petite confession, durant tout l'été, j'ai fait comme toi, j'imagine, préparer mon équipe Pokémon Manager en changeant tous les jours à moitié de mon roster, en gardant 4-5 noms que j'avais tout le temps dans mon équipe. Et le dernier jour, je ne sais pas par quel hasard, j'ai cliqué sur le nom de Yakovenko, puis j'ai vu que la saison dernière, il a 32 matchs, 24 points, dont 7 buts. Je me suis dit, waouh, ok, j'avais oublié en fait. Et je me suis dit, bon, ok, vu son prix, je le prends dans mon équipe Pokémon Manager cette saison. Alors bon, malheureusement, il a que 8 points en 19 matchs, il a déjà fait ses bagages. Le GM n'a pas été très patient dans mon équipe. Mais pour te dire, ça rejoint ce que tu dis, justement, qu'on a un peu tendance à l'oublier. Ouais, je pense que c'est le bon mois. Ouais, puis ce week-end, Greg, les matchs de Bienne, bon, on en a parlé lors de la partie pronostic, c'est un déplacement à Lugano, vendredi soir, et puis le retour samedi à Bienne pour un derby cantonal bernois face à Langnau. Évidemment, il y a ce déplacement à Lugano, mais ils ont le temps de le préparer, on va dire, et puis derrière, le samedi, tu dois profiter quand même de la venue de Langnau, même si ça ne doit pas être 3 points automatiques. Mais disons que ce serait bien d'aller continuer à engranger des points suivant ce qui s'est passé à Lugano. Ouais, en allant plus loin, tu peux même t'imaginer que tu peux même regarder que Bienne a 4 des 6 prochains matchs à domicile. Et l'un de ces 2 déplacements, il y a Lugano, comme tu viens de le dire, vendredi, et son autre déplacement, c'est à Cloton. Donc là, il y a vraiment une fenêtre de tir, on va dire, qui est ouverte pour justement un peu asseoir cette place dans le top 4, top 5 pour le HC Bienne. Mais comme je l'ai dit au début de ce segment sur Bienne, je ne suis pas ultra optimiste comme je pourrais l'être pour certaines autres équipes. C'est qu'en voyant la physionomie de certains matchs et les statistiques, je me dis qu'il y a un tout petit peu de surperformance du côté de Bienne actuellement, puis à un moment ou à un autre, les statistiques te rattrapent. Voilà, on est arrivé au terme de cet épisode. Encore désolé pour la semaine passée, même si on a essayé, mais malheureusement, ce n'était pas possible de faire un épisode malgré les circonstances qui sont un poil plus compliquées. Mais dès la semaine prochaine, on revient à des conditions normales. D'ici là, on est à disposition pour répondre à vos questions. On a essayé d'en prendre quelques-unes aujourd'hui, notamment sur Genève et sur Lausanne. Mais n'hésitez pas à continuer de nous envoyer, on les lit, on les compile de temps en temps, même si on ne vous cite pas, ça nous lance aussi sur certaines thématiques, même si la question n'est pas lue in extenso. Donc merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour vos questions, et puis on se réjouit de la suite de cette saison après cette pause de l'équipe nationale. Et profitez de continuer de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait sur Spotify, YouTube, SoundCloud, où vous voulez, avec, selon moi, toujours la préférence Spotify qui me semble être la plus logique. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et bon match. À bientôt.